Police, j'écoute. On m'a tiré dessus. Où êtes-vous? Réservoir Road. Dépêchez-vous, je perds mon sang. Police, j'écoute. On a tiré sur mon fils. On vous envoie les secours. À toutes les unités, on nous signale une fusillade sur Réservoir Road. Terminé. À chaque fois que mon portable sonne, tôt le matin, je sais que c'est mauvais signe. Quand on m'appelle, c'est forcément que quelqu'un est mort ou va mourir. Chuck Ray a passé 15 ans à la brigade de répression du banditisme avant d'entrer à la criminelle. Il sera l'enquêteur principal sur cette affaire. J'ai reçu un appel pour une fusillade sur Reservoir Road. Un homme a été touché à la main et l'autre à l'abdomen. Ils ont été conduits à l'hôpital. L'homme qui a été touché à l'abdomen est dans un état critique. C'est grave. Vous êtes les premiers? Oui, il y a eu 2 incidents. Qu'est-ce qu'on a? La première victime est un homme d'origine hispanique. Il rentrait chez lui et il y avait là un type qui lui a dit « Donne-moi tout ce que t'as ». Il lui a donné son portefeuille. L'autre s'est reculé et pan. Il lui a tiré dans la main. Et il est parti en courant par là. L'agresseur? Oui, il est tombé sur une femme avec son fils en train de charger sa voiture. Il a tiré sur le fils, a volé le sac de la mère et il est parti en courant par là. Bon, on va jeter un œil. On n'a retrouvé qu'une seule douille pour l'instant. Calibre 380. C'est un double vol à main armée. Les victimes n'ont pas essayé de s'enfuir ou de résister. C'est un homme très violent qui tire sur les gens sans raison. La première victime a été agressée ici, appartement 308. C'est un homme d'origine hispanique, Rosé. On a retrouvé une douille de 380 juste devant la porte. L'autre agression a eu lieu devant l'immeuble suivant, en bas de l'escalier. Un homme blanc, Joseph Bittengle, a été retrouvé étendu dans l'herbe. À côté, on a retrouvé des vêtements et une couverture qui appartiennent vraisemblablement à la victime. Il lui tire dessus, il se sauve et il tombe sur eux. Non, il ne s'est pas sauvé. Il est resté là au moins 5 ou 10 minutes. Après avoir tiré? Après avoir tiré sur la première victime. Normalement, quand un voleur tire sur sa victime, il n'a qu'une idée, c'est se sauver, pas rester dans le coin. Celui-là s'en fiche, il est resté là plus de 5 minutes. C'est très bizarre. Inspecteur Ray. À quelle heure? C'était le central. L'état de la première victime touchée à la main est stable, ça va aller. La deuxième victime a été transportée dans un autre hôpital. Il est décédé peu après 5 heures. La victime s'appelait Joseph Bittengle Jr., 50 ans. Il était professeur de radiologie au centre médical de l'Université de l'Arkansas, à Little Rock. Il raccompagnait sa mère chez elle après une visite lorsqu'il a été dévalisé et tué. Il avait 2 fils. Ça s'est passé où? Ici, sur Reservoir Road, ou c'est plus étendu? Non, ça se concentre ici. La brigade de répression du banditisme est sur les traces d'un homme qui vise les hispaniques. Même quand il a obtenu ce qu'il voulait, il tire sur ses victimes sans raison. Sans doute par pure méchanceté. Il y a des similitudes. Les douilles sont de même calibre, 380. Et la victime est d'origine hispanique. J'espère que ce n'est pas le même type. Regardez là. La balle qui a touché la première victime est venue s'encastrer dans le chambranle de la porte. Si on arrive à la retirer, on pourra l'envoyer au labo pour une expertise balistique. Il reste encore beaucoup de travail sur les lieux. Les techniciens de scène de crime vont rester ici toute la matinée. Je retourne au bureau. Il y a des proches des victimes et des témoins qu'il faut interroger. Donc je vais procéder à ces interrogatoires. Elle a l'air en assez bon état pour une expertise balistique. On pourra peut-être déterminer de quelle arme elle provient.
Je vais aller interroger Rosé. C'est lui qui s'est fait tirer dessus en premier sur Reservoir Road, juste avant le meurtre de M. Bittengle. Il est en ville depuis 4 mois. Il devait repartir en Californie demain. Je regarde Chuck interroger Rosé, la première victime de ce matin, pour entendre de sa bouche ce qui s'est passé. L'inspecteur Kevin, ou Bart Simpson, sera l'adjoint de Chuck. Décrivez-moi l'agresseur. Blanc ou noir? Noir, La taille? comme moi, 1m82. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je rentrais chez moi, je l'ai vu s'approcher de moi sur le trottoir et quand j'ai posé mes affaires par terre, il s'est précipité sur moi et il a pointé son flingue sur ma figure. J'ai vidé mes poches et je lui ai dit « Voilà, vous avez tout ». Il a pris mon sac bleu avec mon portefeuille et toutes mes affaires et il est parti en courant. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais je l'ai entendu revenir et il m'a tiré dessus. Il est revenu en courant? Ouais, Juste pour vous tirer dessus? ouais. D'accord. Une deuxième douille a été retrouvée près de l'endroit où a été découvert le corps de la deuxième victime, Joseph Bittengle. Il s'agit également d'un calibre 380. On est en train d'installer le scanner laser. Ça va nous permettre d'avoir une image très précise de la scène du crime. On scanne la zone qui se trouve face à l'escalier où la première victime a été touchée à la main. On y a trouvé une douille de calibre 380. Et dans l'appartement de la victime, nous avons retrouvé une balle incrustée dans le chambranle de la porte, en face de l'entrée. La deuxième victime qui a été tuée par balle a été retrouvée gisant à côté de son escalier. De l'autre côté de cet escalier, nous avons retrouvé une deuxième douille. Il semble qu'elle soit du même calibre que la première, du 380. Je viens d'interroger Madame Bittengle, ainsi que Rosé. Rosé décrit l'agresseur comme mesurant 1m82, 90 kg. Tous les deux disent qu'il a tiré après les avoir volés. Tu as eu la brigade de répression du banditisme au sujet de ce type? On dirait que ça colle pour les hispaniques et le calibre 380. Il tire même après que les victimes ont obtempéré. Ils ont peut-être des informations qui nous aideront à le retrouver. Il en est à combien d'agressions? 7. Les agressions ont eu lieu dans ce périmètre. Calibre 380. En général, il s'approche des victimes, les dévalise et avant de partir, il leur tire dessus. Presque toujours dans la jambe. Les victimes sont toutes d'origine hispanique? Toutes sauf une sont des hommes d'origine hispanique, mais il y a aussi un blanc. Mais ce sont ses cibles de prédilection. Oui. C'est connu que les latinos n'aiment pas les banques et qu'ils gardent leur argent sur eux. Pourquoi, après les avoir volés, est-ce qu'il revient leur tirer dessus? Ils ont obtempéré? C'est sa signature. Mais jusqu'à ce matin, il n'avait jamais tué personne. Exact. Le mode opératoire de ce matin correspond à celui de votre homme? Oui. Même description. 1m82, mince. Il est toujours seul. Personne n'a jamais vu de voiture. Tout semble Indiqué. qu'il vit sur Reservoir Road. Vous avez envoyé toutes vos douilles au labo? Oui. J'enverrai la mienne dès que possible, parce qu'on n'aura pas la certitude qu'il s'agit de la même arme tant qu'on n'aura pas fait l'expertise balistique. Mais vu le mode opératoire, c'est sûrement du 380. L'inspecteur Simpson et moi-même allons voir le docteur Cocus au labo de la police scientifique. C'est lui qui pratique l'autopsie, et j'espère qu'il nous fournira des informations qui nous aiguilleront dans la bonne direction. C'est quoi ça? Ce sont les radios du torse et de l'abdomen de M. Bittengle. Il a reçu une seule balle. L'orifice d'entrée se trouve juste en dessous de la cage thoracique, du côté droit. En traversant l'abdomen, la balle a provoqué une grosse hémorragie interne. Je l'ai récupéré et ça ressemble à du 380. Vous diriez que le tireur avait l'intention de le tuer? La balle a touché une zone vitale. J'ai du mal à croire que le fait qu'il ait été touché à cet endroit n'était pas intentionnel.
On va au labo de balistique apporter la douille de calibre 380 provenant de notre homicide, afin de la comparer aux douilles des autres affaires de vol. Tant qu'on n'aura pas fait cette comparaison, on ne saura pas si la personne que nous recherchons est la même que celle recherchée par la brigade de répression du banditisme. On vous apporte la douille dont je vous ai parlé, provenant de l'homicide de ce matin. Oui. Je sais que vous travaillez sur la série de vols à main armée. Est-ce que vous pouvez comparer les douilles? Oui. Je vais placer la douille provenant de l'homicide à droite et celle des vols à main armée à gauche. Je recherche les marques laissées par la chambre du pistolet au moment où la cartouche passe du chargeur dans la chambre. Quand elle est poussée par la glissière, la cartouche heurte la rampe au moment où elle pénètre dans la chambre. Ça peut laisser des traces caractéristiques qu'on peut relier à une arme précise. Donc, à gauche, celle du vol à main armée, à droite, celle de l'homicide. Au fond, j'espère que ce n'est pas le même agresseur, parce que si c'est lui, il est passé à la vitesse supérieure. Les marques sont identiques. Je vais vous montrer sur l'écran les marques que j'ai trouvées. Ici, près du collet, comme vous le voyez, on voit des traces caractéristiques laissées par le passage de la cartouche dans la chambre. Je peux donc en conclure que ces deux douilles sont passées dans la même arme. Vous êtes sûr que ces deux cartouches ont été chargées dans la même arme? Oui, la même. Voilà qui relie nos affaires. Ça relie les affaires entre elles. Et ça veut dire qu'il faut le retrouver au plus vite, parce qu'il est passé du vol à main armée à l'homicide. On va avoir la pression pour l'arrêter, avant qu'il remette ça. Ça va être chaud, c'est sûr. Maintenant qu'il est établi que l'homicide et les vols à main armée sont liés à la même arme, les inspecteurs se penchent sur les affaires récentes pour voir si l'une d'elles les conduira à un suspect. Merci. Linda Hudson, de la brigade de répression du banditisme, a retrouvé un rapport sur un délit de fuite datant de la semaine précédente. Des douilles de 380 ont été retrouvées sur les lieux. Visiblement, une Impala blanche a heurté 3 autres véhicules. Les riverains ont entendu au moins 2 coups de feu et ont vu 3 hommes noirs. La voiture a été abandonnée sur les lieux et quand la police est arrivée, il n'y avait personne. Mais ils ont trouvé une douille et une balle de calibre 380 juste à côté de la voiture. On a comparé les douilles et elles proviennent de la même arme. Vraiment? Ouais, Donc on a affaire au même agresseur. c'est la même arme. À qui appartient la voiture? Elle s'appelle Tiffany et elle a déclaré le vol de sa voiture le matin suivant l'incident. Donc c'est un peu suspect. Absolument. On en est où, Chuck? Les douilles de 380 de l'homicide proviennent de l'arme utilisée pour les vols à main armée. Donc c'est visiblement la même personne. L'auteur des vols à main armée cible les latinos et leur tire dans la jambe. Il choisit un latino, José. Il oublie de tirer, revient et lui tire dans la main. Ensuite, il agresse Bittengle et lui tire une balle dans le ventre. Il est devenu plus violent. Il ne tire plus dans la jambe. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ciblait les latinos et que les Bittengle ne le sont pas. Je crois qu'il s'en fichait un peu. Réfléchissez, peut-être qu'il cible bel et bien les latinos, mais que s'il n'en trouve pas et qu'il croise votre route, il s'attaque à vous. Je crois qu'il attaque sans discernement. Il est devenu plus violent, plus dangereux, et il essaie de tuer des gens maintenant. Il faut le retrouver. On a d'autres éléments? Linda m'a parlé d'un délit de fuite. La police reçoit un appel pour des coups de feu dans la cité Avondale, quartier du réservoir.
La police arrive et trouve une voiture blanche qui a percuté 3 véhicules stationnés. Personne n'a été blessé par balle. Il n'y a pas de victime, pas de suspect, rien. Juste un délit de fuite. Mais le détail qui tue, c'est qu'à côté de la voiture, il y a une douille et une balle de calibre 380. Ces douilles correspondent à celles de l'homicide. La personne qui a appelé la police a dit qu'il s'agissait de 3 hommes noirs. Visiblement, ils étaient 2 contre 1. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais ce dont on est sûr, c'est que celui qui a tiré avec le 380 est l'homme que nous recherchons. On a toujours la voiture? Non, mais la propriétaire, une certaine Tiffany, a déclaré le vol le lendemain matin. Donc après... Après l'incident, oui. C'est intéressant. On va enquêter sur ce délit de fuite. Et retrouver cette Tiffany. Elle doit savoir qui a pris sa voiture. Exactement. On va chez Tiffany. J'ai essayé de la joindre à plusieurs reprises au téléphone. Elle n'a jamais répondu. Mais il faut vraiment qu'on lui parle. Je vois pas la voiture. Et toi? Je vais laisser une carte. Il faut absolument qu'on trouve Tiffany. Elle a prêté sa voiture à quelqu'un. Ouais. Elle n'a pas du tout été volée. À 2 heures du matin, la police reçoit un appel pour un vol à main armée dans le quartier du Réservoir. La victime, un certain Akshaya Nandam, a été agressé en revenant de ses courses. Il a été transporté à l'hôpital pour une blessure par balle à la jambe. L'agresseur lui a volé son portefeuille et a laissé une douille de calibre 380 sur les lieux. Police, j'écoute. On vient de tirer sur un homme juste devant mon immeuble. Il est allongé par terre. On vous envoie quelqu'un. On nous a signalé une agression par arme à feu non loin de l'endroit où Joseph Bittangle a été tué. Si ces 2 agressions, celle de ce matin avec l'homme d'origine indienne et celle-ci ont été commises par l'assassin de M. Bittangle, ça veut dire que notre homme se transforme en tueur en série. C'est un homme d'origine hispanique. Il a reçu plusieurs balles. On sait juste qu'il s'appelait Eric. On a retrouvé plusieurs douilles, visiblement du calibre 380. 380? Oui. Ça ressemble à l'homme qu'on recherche. On va faire une expertise balistique pour voir si les douilles correspondent aux autres affaires. La victime s'appelait Eric German, 24 ans, originaire de Puebla, au Mexique. Il était à Little Rock depuis 4 ans et travaillait dans un fast-food. Il avait un fils de 2 ans au Mexique et vivait avec sa sœur, là où il a été agressé. J'ai parlé à sa sœur. Il est parti à 6 heures, comme tous les matins, et elle a entendu 4 coups de feu. Elle est sortie et l'a trouvé étendu par terre, n'a vu personne près de lui ou en train de s'enfuir, juste la victime. On va scanner cette zone précise, parce qu'il y a des indices matériels, ainsi que le corps. Le corps est étendu entre 2 véhicules, juste devant l'entrée de l'immeuble de la victime. Nous avons retrouvé des douilles près de la victime. C'est visiblement du calibre 380. Nous avons trouvé 2 impacts de balles dans le sol, ainsi que 3 fragments de balles, ce qui laisse à penser que la victime s'est défendue, ou que l'agresseur a tiré à côté. Il n'y a pas beaucoup de témoins. L'inspecteur Hudson et l'inspecteur Phillips vont aller parler aux voisins. Si vous pensez à autre chose, appelez-moi. Vous avez ma carte. Chuck! J'ai quelque chose.
Qu'est-ce que c'est? Là-haut, là, le type a tout vu. Le type a tout vu. Il dit qu'il a vu l'agresseur. Il a entendu 2 ou 3 coups de feu. Lui et sa petite amie ont vu la victime par terre. Le tireur l'a attrapé par le col et lui a dit « Tu crois que je plaisante ?» Et il lui a tiré dans la jambe. Il a pris le portefeuille de la victime et lui a tiré une 2e fois dessus, dans la poitrine. Puis il s'est enfui en traversant le parking par là. Mais il dit qu'il a vu son visage et qu'il peut l'identifier. C'est visiblement lié aux autres affaires de vol qui ont eu lieu récemment et à l'homicide de Reservoir Road. Je vais rentrer au poste pour essayer de mettre au clair les infos qu'on a sur le délit de fuite. Pendant que l'inspecteur Ray était sur les lieux de ce dernier homicide, l'inspecteur J.C. White a réussi à entrer en contact avec Tiffany, la propriétaire de la voiture blanche impliquée dans le délit de fuite. Les douilles de calibre 380 retrouvées sur les lieux sont identiques à celles de l'affaire Bittengle et des autres affaires de vol. Je viens de parler à Tiffany et elle avait la carte d'identité de son petit ami, Shamar. Le petit ami de Tiffany, Shamar Womack, correspond à la description du tireur et est connu des services de police. Elle dit que le soir de l'incident, Shamar est venu chez elle, a pris sa voiture, est parti avec, et est revenu le lendemain matin en lui disant qu'elle devait la déclarer volée. Elle lui a demandé pourquoi et il a dit « Parce que je me suis fait tirer dessus par 2 types et j'ai dû laisser la voiture. » Si c'est notre homme, il était dans la voiture. Il faut préparer une fiche d'identification et le retrouver. Je vais à la brigade de répression du banditisme. Il prépare la fiche d'identification pour Shamar Womack. Il faut l'identifier au plus vite, c'est peut-être lui. L'inspecteur Ray et l'inspecteur Eason de la brigade de répression du banditisme vont montrer une photo de Shamar à l'une des victimes de vol du quartier de Reservoir Road. C'est la première victime de vol à main armée. Il m'a certifié qu'il pourrait identifier l'agresseur sur photo. Il a bien vu son visage. Je vais me garer là. Entrez. On va vous montrer une feuille avec 6 photos. Prenez votre temps. Fermez les yeux et remémorez-vous cette nuit. Essayez de le visualiser. On dirait que c'est lui. Numéro 5. Le témoin a identifié Shamar comme étant celui qui l'a dévalisé et lui a tiré dessus. Oui. D'accord. L'inspecteur Ray apprend que le témoin du meurtre d'Eric German de ce matin n'a pas été capable d'identifier Shamar comme étant l'agresseur. Au revoir. Les inspecteurs peuvent quand même arrêter Shamar pour vol à main armée grâce à l'identification de la première victime. Mais il leur faudra davantage de preuves pour l'homicide. On cherche des adresses pour localiser Shamar Womack. Si on trouve une adresse qu'il fréquente, on mettra en place des équipes de surveillance pour l'appréhender. Verbena, je crois que c'est l'adresse de sa mère. c'est cette maison. Et j'ai demandé à l'inspecteur White de rappeler Tiffany pour voir si elle avait des nouvelles de Shamar, ou si elle connaît une adresse où il pourrait se trouver. Tiffany, inspecteur White à l'appareil. Vous pouvez m'appeler si vous apprenez où il se trouve? Au petit matin, Akshayanandam, l'homme agressé quelques heures plus tôt, succombe à ses blessures et devient ainsi la 3e victime d'homicide reliée à cette série de vols à main armée. Akshaya était né en Inde, il avait 26 ans et travaillait comme ingénieur pour Falcon Jet Airways à Little Rock. Avec ce nouvel homicide, il devient de plus en plus urgent de retrouver Shamar Womack. On a des équipes de surveillance sur les adresses qu'on a trouvées pour Shamar Womack. Elles resteront en place jusqu'à ce qu'on puisse le localiser et l'arrêter. On y va. Oui. À tout de suite. En route.
J'ai reçu un appel d'une équipe de surveillance. Ils ont repéré Shamar dans la maison de sa mère. Ray et Simpson vont se préparer pour une descente chez la mère de Shamar. Quand on fera notre descente, ce sera avec toutes les précautions. Notre objectif, c'est d'arrêter cet homme, mais surtout de rentrer chez nous sain et sauf. Il y a une voiture qui sort avec un homme qui correspond à la description du suspect. On va envoyer une unité pour arrêter la voiture et on verra si c'est Shamar. On est à la voiture. Quel est votre nom? Le véhicule a quitté la maison avec 2 hommes à bord. Le passager est notre suspect et nous l'avons arrêté sans qu'il y ait d'incident. Tandis que Shamar est emmené au poste par l'inspecteur Ray, l'inspecteur Simpson se rend chez la mère de Shamar pour fouiller la maison. On est dans sa chambre. On va commencer par fouiller là. D'autres policiers fouillent les autres pièces. On ne va pas lui parler des homicides ni des vols à main armée pour l'instant. On va l'interroger uniquement sur le délit de fuite, d'accord? On a les douilles qu'on a retrouvées, elles correspondent. On sait que la voiture appartient à sa copine. On a suffisamment pour lui faire avouer qu'il était dans la voiture. Exactement. Vous allez parfois à Reservoir Road? Jamais? Vous ne savez pas ce qui s'y passe? Vous avez une copine? Tiffany, c'est ma meuf. Elle a quoi comme voiture? Une Impala blanche. Vous l'avez conduite récemment? Hier? Non. Il y a un mois, approximativement? Faites attention, il y a un serpent dans une cage là-haut, et un autre en liberté. Une des victimes s'appelait Ickerson. Non? On n'a rien trouvé de ce qu'on cherchait. On n'a pas trouvé de pistolet ni quoi que ce soit. Vous vous souvenez d'avoir heurté des voitures sur Reservoir Road? Non. Ne mentez pas. J'ai une demi-douzaine de témoins qui ont tout vu. J'ai rien à dire. Ça vous est égal ce que pourra penser le jury? C'est bon. Bon, très bien. On n'arrive à rien pour l'instant. On va l'arrêter et le mettre en prison pour un des vols à main armée avec blessure. Il va passer la nuit en cellule. Il aura le temps de réfléchir à ce qu'on a dit. On l'interrogera de nouveau demain matin. La police découvre que la carte de crédit d'Akshayanandam, l'une des victimes, a été utilisée dans un fast-food et un vidéoclub quelques heures après sa mort. Ce serait la première fois, à ma connaissance, que l'agresseur utilise la carte de crédit de sa victime. Mais ça ferait avancer l'enquête. Si la police arrive à déterminer qui a utilisé la carte d'Akshayanandam, ça pourrait les mener au coupable. C'est bon? Oui, Chuck, j'ai la vidéo. La vidéo? Allons voir ça. L'inspecteur White a récupéré les images de la caméra de surveillance du fast-food où la carte de crédit a été utilisée. On aura peut-être de la chance, allez. C'est le guichet? Oui. C'est la bonne heure. Voilà. Allez, allez. Baisse la vitre. On ne voit pas l'intérieur. Non, il baisse pas la vitre. Pourquoi? Elle est cassée? Elle est cassée. On va peut-être voir la plaque quand elle part. Là. On voit rien. Mais c'est une Grand Dame. Ouais. Donc on recherche une Pontiac Grand Dame rouge avec une vitre cassée côté conducteur. On va interroger Shamar de nouveau. On va changer de stratégie. On va laisser Linda Hudson l'interroger. Son côté maternel arrivera peut-être à le faire craquer. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est la voiture. Joue-le en force ou en douceur, à toi de voir. Pour l'instant, on se concentre sur le délit de fuite, parce que c'est le délit le moins grave. Bonjour Shamar, vous avez froid? Oui. Une fois qu'il aura admis avoir pris la voiture, les douilles qu'on a retrouvées le relieront au vol, ainsi qu'aux 3 homicides. Bon, Shamar, parlez-moi de la voiture, d'accord? Je serai plus à l'aise une fois que je saurai pourquoi on m'accuse de vol avec violence. Voilà ce que je vous propose. Dites-moi pourquoi vous avez abandonné la voiture et j'irai voir l'inspecteur qui vous a arrêté pour vol avec violence et il vous expliquera de quoi on vous accuse.
On vous a tiré dessus? Oui, c'est ça. Ils étaient combien? 2. Donc 2 hommes vous ont tiré dessus. J'ai pas dit ça. Vous venez de me le dire. Vous venez de me dire qu'on vous avait tiré dessus. À cause de ce que vous avez dit? Là, vous m'énervez. Ne jouez pas sur les mots avec moi. C'est ce qui s'est passé? On vous a tiré dessus? Ouais. Vous pouvez aller demander pourquoi on m'accuse de vol? D'accord. Je vais aller lui expliquer l'accusation de vol. Ouais. Vous avez mis les choses au clair pour la voiture? Pourquoi on m'accuse de vol avec violence? La victime dit qu'un homme noir qui correspond à votre description l'a dévalisé et il vous a identifié. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Je vais tout vous raconter. Ils m'ont demandé de les déposer. Ils étaient 2. Je conduisais. Il y en avait un sur le siège passager et un à l'arrière. Mais quand on est arrivé, le mec à côté de moi a pointé un flingue sur moi. Je me suis débattu dans la voiture et je sais pas comment la voiture a reculé et a heurté une autre voiture. Je suis sorti de la voiture et on a continué de se battre. L'autre mec est sorti et a récupéré le flingue. Il a dit « descends-le ». Je suis parti en courant et ils m'ont tiré 2 fois dessus. Vous avez été touché? Légèrement. Une égratignure. Ça m'a égratigné là. Donc si on a retrouvé les douilles à côté de la voiture, c'est parce qu'ils vous ont tiré dessus. C'est ça. Ce n'est pas vous qui avez tiré. J'ai pas tiré, j'étais pas armé. D'accord. Je vais retrouver les 2 individus qui vous ont agressé. Écoutez-moi, écoutez-moi. Celui qui était à l'arrière, je crois qu'il est en prison maintenant. Son surnom, c'est Max. Et l'autre, il a un surnom? C'est le frère de Little E. Ok, donc le frère de Little E. Ouais. Lequel a sorti l'arme? Celui qui était à côté de moi, le frère de Little E. Le frère de Little E, c'était l'arme du frère de Little E. Ouais, un 380. On tient le bon bout. Il a une cicatrice laissée par une balle qu'ils ont tirée quand il s'enfuyait. C'est pas lui qui a tiré? Non, il admet qu'il y était, il admet que c'est la voiture de sa copine. Il a peur de la police. C'est pour ça qu'ils ont inventé l'histoire de la voiture volée. Donc les témoins qui racontaient qu'ils étaient à 2 contre 1, c'était 2 contre Shamar. Oui, Ça a l'air dingue, mais ça colle. absolument. Donc Shamar n'est pas l'auteur des vols. Ce sont les 2 autres qui avaient le pistolet, pas Shamar. Il dit qu'il s'est sauvé parce qu'on lui tirait dessus. Oui, et le type qui a tiré s'appelle Max. Et il est en prison pour trafic de stupéfiants. Il dit que c'est le frère de Little E qui a apporté le flingue? Oui. D'accord. Et tu crois Shamar? Oui, je crois ce qu'il raconte. Il n'a plus aucune raison de mentir là-dessus. Il faut retrouver le frère de Little E. Oui. Ça se présente bien. Shamar nous a donné 2 noms. L'un d'eux est en prison depuis un moment, donc ça le met hors de cause. À Berwyn Square, il n'y a pas un Little E? Johnson? L'autre personne que Shamar a nommée, c'est le frère de Little E. Je connais Little E et son frère s'appelle Brandon Johnson. D'après Shamar, c'est lui qui possède le calibre 380. Il faut qu'on le retrouve pour l'interroger. Parallèlement, on recherche toujours la Pontiac Grand Dame rouge. C'est la liste de toutes les Grand Dames rouges. L'inspecteur Hudson et le sergent Maxwell recherchent dans la base de données les Grand Dames rouges dans le quartier de Reservoir Road. Celui qui a utilisé la carte de crédit d'Akshayanandam conduisait une Grand Dame rouge. J'essaie de sélectionner les adresses qui sont proches des lieux des homicides ou des vols à main armée. Ça y est, on a trouvé la Pontiac rouge. C'est ça, Reservoir Road. Brandon Johnson est présenté comme suspect. Maxwell et Linda Hudson ont trouvé une Pontiac Grand Dame rouge sur Reservoir Road. Visiblement, elle a été impliquée dans un délit de conduite sans autorisation du propriétaire et Brandon Johnson était suspect. Allons chercher cette voiture. Vous allez sur Reservoir Road? Oui, on va chercher la voiture. Maxwell et Simpson se rendent à l'adresse à laquelle est enregistrée la Grand Dame rouge sur Reservoir Road. Cette voiture est la seule piste concrète les reliant au suspect. On est à la recherche d'une Pontiac Grand Dame rouge. Elle est là. Elle est là. C'est la voiture qu'on voit sur la vidéo.
C'est bien celle-là. Le sergent Maxwell et l'inspecteur Simpson confirment que la Grande Dame rouge est bien la même que sur la vidéo de surveillance. Ils arrêtent Brandon Johnson. Mettez vos mains sur le capot. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous le dire. Pourquoi vous m'arrêtez? C'est pour un cambriolage? Envoyez une unité au 1812 Réservoir Road. Pendant que Brandon est conduit au poste, les inspecteurs commencent à fouiller la maison de sa petite amie où il logeait. On va prendre des photos. Bart, viens voir. C'est quel calibre? On dirait un Cobra 380. On a trouvé un 380. C'est ce qui nous manquait pour boucler l'enquête. Al, viens voir. Regarde, les victimes. On a retrouvé 2 portefeuilles avec les papiers d'identité d'Eric German, l'une des victimes d'homicide, et de Nandam, qui a également été tué il y a 2 jours. Nous avons retrouvé 3 DVD loués sous le nom des victimes. Il y a du sang sur le pantalon. Je fais un prélèvement de ce qui ressemble à du sang et je vais le tester à la phénolphtaléine. Il devient rose, c'est bien du sang. La fouille a été très fructueuse. Il y avait des objets appartenant aux victimes des homicides dans la maison. On a trouvé l'arme, des vêtements, c'est tout ce qu'il nous fallait. Le calibre 380 retrouvé chez la petite amie de Brandon est envoyé au labo pour une expertise balistique. Les balles de ce pistolet vont être comparées à celles des affaires d'homicide et de vol à main armée. Elles proviennent de la même arme. Dites-moi pourquoi on m'a arrêté. J'ai peut-être des informations qui vous intéressent. On vous écoute. Vous savez, le petit voleur, celui qui tire sur les gens. Vous avez des informations? Je crois savoir qui c'est, parce que je l'ai entendu en parler. Vous pensez que c'est qui? Un petit mec, Adrian. Adrian comment? Je connais pas son nom, je vous jure. Je sais que c'est Adrian. On l'appelle Gucci. Il m'a dit qu'il avait tiré sur un Mexicain. Je lui ai demandé pourquoi. Parce qu'il était trop lent. Pourquoi cibler les latinos? Il travaille beaucoup. Il m'a dit qu'il gardait leur argent sur eux. Il ne vous a pas dit quelle arme il utilisait? Non. Vous avez une arme? Non. Ne mentez pas. Je vous jure. Et si je vous dis qu'on a retrouvé un pistolet chez votre copine sous le canapé où vous dormez? Ah, je vous crois pas. Et si je vous dis qu'on a retrouvé les portefeuilles des victimes sous le canapé? Ça se présente mal, hein? Ouais. Pourquoi vous avez les portefeuilles de 2 victimes d'homicide et un pistolet qui correspond à l'arme utilisée pour tuer ces personnes? C'est pas le seul calibre 380? C'est la seule arme utilisée à chaque fois. Non. C'est Adrian qui a tiré. C'est lui qui l'a dévalisé. C'est Adrian le coupable. Le problème, c'est que toutes les preuves sont contre vous. Pendant que les inspecteurs Ray et White interrogeaient Brandon, les inspecteurs Hudson et Martin ont questionné sa petite amie. Elle reconnaît l'avoir conduit sur les lieux de certains crimes et affirme qu'il n'y avait que Brandon dans la voiture. Elle le dépose et elle s'en va. Il la rappelle, elle revient le chercher au même endroit. Tout seul? Tout seul. Il essaie d'incriminer quelqu'un d'autre? Oui. Il dit que c'est Adrian Gucci. Elle dit qu'il n'y avait que lui. Donc il était seul? Je pense qu'il est le seul impliqué. C'est sa petite amie qu'il conduit ou le dépose sur les lieux. Je pense que s'il est resté dans le coin entre l'agression de Rosé et le meurtre de Bittengle, c'est qu'il attendait qu'elle passe le prendre. Il savait ce qui s'était passé lors des 3 homicides. Et vous avez trouvé l'arme sous le canapé sur lequel il dort? Exact. L'arme a été examinée. Nous savons que les balles des homicides et des vols à main armée correspondent sans l'ombre d'un doute. Elles proviennent de la même arme. Les douilles retrouvées sur les lieux du délit de fuite
correspondent à celles des vols à main armée. Les douilles retrouvées dans l'affaire Eric German correspondent à celles retrouvées lors des homicides de Nandam, Bittenguel et de l'agression de José. Elles correspondent. Tout est lié. Quant à Chamar, il a été identifié dans l'un des premiers vols, mais c'est peut-être une erreur. Il affirme qu'il n'avait pas d'armes lors du délit de fuite. Et on n'a trouvé que des douilles de 380. Je ne crois pas qu'il soit impliqué. Je pense que Brandon Johnson a dévalisé et tué 3 personnes. Bittenguel, Nandam et Monsieur German. Eric German était un type sans histoire. Il partait travailler lorsqu'il a été dévalisé et abattu. Monsieur Bittenguel raccompagnait sa mère chez elle. Et Nandam revenait de faire les courses avec sa fiancée. Ils n'ont opposé aucune résistance et il les a tués quand même. Oui. Et il y a eu 7 ou 8 autres cas de vol à main armée sur lesquels on enquête, dans lesquels il est probablement impliqué. Étant donné la gravité des actes et la violence des vols, c'est passible de la peine de mort. J'espère que le jury sera d'accord, mais on a assez d'éléments pour une condamnation. Il y a 2 ou 3 heures, on n'avait rien. Mais toutes les unités ont collaboré ensemble, comme elles sont censées le faire. C'est n'importe quoi, je vous jure. Il y a eu les aveux, les preuves, l'arme. Écoute-moi, mec. Il a été emmené en prison sous les flashs des appareils photo. Il n'était pas content. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est n'importe quoi. Il devait croire qu'il s'en sortirait, mais c'est raté. Marseille, été 2003, une chaleur lourde colle aux façades décrépies du quartier de la Belle de Mai, et au fond d'un appartement au volet mi-clos, un téléphone sonne dans le vide tandis qu'une odeur métallique flotte déjà dans l'air, prémisse d'un scandale qui ne fera que commencer. Quand les pompiers forcent la porte, ils découvrent le corps d'une femme allongée près de la table renversée, un verre brisé sous la main, aucune trace d'effraction, aucun cri entendu par les voisins, seulement ce silence compact qui avale tout. En quelques heures, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, les chaînes locales parlent d'un meurtre mystérieux, les habitants murmurent dans les cages d'escalier, les regards se croisent sans confiance, Marseille retient son souffle. La victime s'appelle Claire Montel, 38 ans, assistante juridique dans un cabinet discret du centre-ville, connue pour sa rigueur et sa discrétion, une femme sans histoire, divorcée, mère d'un garçon de 10 ans confié ce week-end-là à son père. Son appartement n'a rien d'un lieu de lutte acharnée, les tiroirs sont fermés, l'ordinateur portable intact, le sac à main posé sur une chaise, l'argent toujours à l'intérieur. Sur le carrelage pourtant, une fine trace sombre s'étire jusqu'à la cuisine, comme si quelqu'un avait hésité, fait un pas, puis s'était ravisé. Les techniciens photographient, prélèvent, mesurent, chaque détail devient potentiellement explosif. Très vite, les enquêteurs de la brigade criminelle évoquent une mise en scène. Pas d'effraction, pas de vol, pas de désordre réel, mais une mort violente confirmée par le médecin légiste, un coup précis, net, porté avec assurance. Les voisins parlent d'un homme aperçu dans l'immeuble quelques jours plus tôt, silhouette grande, épaule droite, cheveux grisonnants. Personne ne le connaît, personne ne peut le décrire clairement, seulement une impression, une présence qui dérange rétrospectivement. Les caméras de surveillance du quartier sont rares en 2003, les enregistrements flous, inutilisables. L'enquête s'ouvre sous le signe du brouillard. Les collègues de Claire sont interrogés, ses amis, son ex-mari, ses relations passées. Rien. Pas de dette, pas de menaces, pas d'amant jaloux officiellement identifié. Pourtant, en fouillant son ordinateur, les policiers découvrent des recherches récentes sur une ancienne affaire judiciaire, classée sans suite, impliquant un réseau de corruption interne à l'administration portuaire. Pourquoi cette curiosité soudaine? Était-ce professionnel ou personnel? Les dossiers consultés semblent pointer vers des noms sensibles, des fonctionnaires, des intermédiaires, des hommes influents. Une hypothèse prend forme, fragile mais séduisante, Claire aurait mis le doigt sur quelque chose de trop grand pour elle. Les semaines passent, la presse locale titre sur le cold case qui menace déjà de s'installer, l'opinion publique s'enflamme puis se lasse, remplacée par d'autres drames, d'autres urgences. Le fils de Claire grandit avec un portrait figé de sa mère sur la cheminée, une absence qui pèse à chaque anniversaire. Les enquêteurs, eux, tournent en rond. Les analyses ADN ne correspondent à aucun profil connu, les empreintes relevées appartiennent pour la plupart à la victime ou à des visiteurs réguliers.
L'homme aux cheveux grisonnants devient une ombre collective, un fantôme urbain. Puis un détail surgit, minuscule, presque insignifiant, une fibre textile retrouvée sur le canapé, d'une matière rare utilisée dans certains uniformes professionnels haut de gamme. L'information reste confidentielle, mais en interne, elle déclenche une série de vérifications discrètes. Parmi les professions concernées, une attire l'attention, la police. L'idée choque, dérange, crée un malaise palpable dans les couloirs du commissariat. Un policier impliqué dans un meurtre maquillé? L'hypothèse semble folle, presque blasphématoire. Pourtant, la fibre est bien réelle, consignée, archivée. Les années s'accumulent, le dossier s'empoussière, change de main, passe d'un inspecteur à un autre, chaque nouveau responsable promet une percée, chaque fois la même impasse. Marseille évolue, les quartiers se transforment, les visages disparaissent. Le nom de Claire Montel ne revient qu'à de rares occasions, lors d'un article anniversaire évoquant les affaires non résolues qui hantent la cité phocéenne. Le fils devient adolescent, puis adulte, réclame des réponses, écrit aux autorités, demande la réouverture complète du dossier. La douleur ne se classe pas sans suite. En 2018, un ancien policier prend sa retraite dans un relatif anonymat. Philippe Arnaud, 58 ans, carrière sans tache apparente, affecté autrefois à la brigade criminelle de Marseille au début des années 2000. Son nom n'a jamais été publiquement associé à l'affaire Montel. Pourtant, en interne, certains se souviennent qu'il figurait parmi les premiers sur les lieux en 2003, qu'il avait coordonné les premières constatations avant l'arrivée des spécialistes. À l'époque, rien d'anormal. Un professionnel respecté, méthodique, discret. C'est une dénonciation anonyme qui fait basculer l'histoire 15 ans plus tard. Une lettre envoyée au parquet, quelques lignes tremblées, accusant Arnaud d'avoir manipulé des preuves dans plusieurs dossiers sensibles, dont celui de Claire. Le document évoque une relation secrète entre le policier et la victime, des échanges téléphoniques effacés, une dispute violente la veille du drame. Les procureurs hésitent, puis ordonnent des vérifications. Les archives téléphoniques, conservées partiellement, révèlent effectivement plusieurs appels entre un numéro attribué à Arnaud et celui de Claire dans les semaines précédant sa mort. Le choc est immense en interne. Un ancien des leurs, soupçonné d'avoir été au cœur d'une mise en scène macabre. Les enquêteurs reprennent le dossier avec un regard neuf, réexaminent les prélèvements, confrontent les anciennes dépositions. Ils découvrent qu'Arnaud avait insisté pour classer certaines pistes comme non pertinentes, notamment celles liées à la corruption portuaire. Était-ce par conviction ou pour détourner l'attention? La fibre textile refait surface, comparée aux uniformes de l'époque. Un modèle précis correspond, distribué en nombre limité à certains officiers. Convoqué pour être entendu, Philippe Arnaud se présente calme, presque détaché. Il reconnaît avoir connu Claire, admet une relation brève, qu'il qualifie de sans importance. Il nie toute dispute, toute violence, parle d'une rupture banale, d'une femme fragile, peut-être menacée par d'autres. Son alibi pour la nuit du meurtre repose sur une simple déclaration, il était chez lui, seul. Aucun témoin direct. Les enquêteurs le confrontent aux appels téléphoniques, aux incohérences relevées dans ses anciens rapports. Il esquive, minimise, rappelle sa carrière irréprochable. L'affaire explose dans les médias nationaux. Un cold case marseillais, un ancien policier au cœur d'une révélation choc, la confiance ébranlée, les plateaux télé s'enflamment. Le fils de Claire apparaît brièvement à l'écran, visage fermé, déterminé à connaître la vérité. La pression publique pousse la justice à approfondir chaque détail. De nouveaux examens scientifiques sont ordonnés sur les scellés conservés. Une trace ADN partielle, jugée inexploitable en 2003, est réanalysée avec des techniques modernes. Les résultats pointent vers un profil masculin compatible avec celui d'Arnaud, sans constituer une preuve absolue. Le doute devient tempête. Arnaud est placé en garde à vue, interrogé pendant des heures, confronté aux éléments accumulés. Il tient bon, répète qu'on cherche un coupable idéal, qu'il paie pour des erreurs d'enquête collective. Pourtant, des collègues de l'époque commencent à parler, à demi-mot, évoquant son intérêt inhabituel pour Claire, son agitation le jour du meurtre, son empressement à conclure certaines vérifications. La mécanique du silence se fissure, lentement, douloureusement. Dans les rues de Marseille, le nom de Claire Montel revient sur toutes les lèvres. Les habitants se souviennent de l'odeur lourde de cet été 2003, du sentiment d'insécurité, des rumeurs jamais dissipées. L'idée qu'un homme chargé de protéger puisse être impliqué glace les conversations. Le dossier, longtemps symbole d'impuissance,
devient celui d'une possible trahison institutionnelle. Chaque nouvelle révélation ravive la colère, l'incompréhension, la peur. Et pourtant, malgré les soupçons, malgré les analyses, malgré les aveux partiels d'une relation cachée, la vérité complète reste insaisissable. Arnaud nie avoir été présent dans l'appartement le soir du drame. Il admet avoir effacé certains appels, par crainte pour sa réputation, non par culpabilité. Les magistrats doivent décider s'il existe assez d'éléments pour un renvoi devant les assises. Le dossier est épais, complexe, traversé de zones d'ombre et de silence calculé. Au cœur de cette tempête judiciaire, une question obsède encore Marseille: que s'est-il réellement passé derrière ces volets clos, par cette nuit étouffante de 2003? Était-ce un crime passionnel déguisé, une tentative désespérée de protéger un secret plus vaste, ou l'acte isolé d'un homme acculé? Les années ont effacé les traces matérielles, mais pas les cicatrices. Dans les couloirs du palais de justice, dans les regards du fils devenu adulte, dans la mémoire collective d'un quartier entier, l'ombre de Claire Montel persiste, rappel brutal qu'un cold case n'est jamais seulement un dossier, mais une plaie ouverte, prête à saigner de nouveau au moindre frémissement de vérité. La garde à vue de Philippe Arnaud se prolonge dans une tension électrique, les néons du commissariat découpant son visage en angle dur tandis que les enquêteurs déroulent patiemment la chronologie de cette nuit d'août 2003, minute après minute, appel après appel, silence après silence. Il répète qu'il n'a rien à voir avec la mort de Claire Montel, que leur relation était terminée depuis des semaines, qu'il n'avait aucune raison de se rendre chez elle, mais chaque affirmation se heurte à un détail qui résiste, une incohérence minuscule qui fie sur l'ensemble. Les experts en téléphonie reconstituent les bornages, identifient une activation brève de son portable près de la Belle de Mai le soir du drame, un signal furtif, presque effacé, mais bien réel. Arnaud parle d'une erreur technique, d'un passage en voiture dans le quartier pour une raison banale qu'il peine à préciser, et plus il tente d'expliquer, plus le récit semble glisser entre ses doigts. Les magistrats autorisent une perquisition tardive à son ancien domicile, aujourd'hui occupé par un locataire qui observe, médusé, les techniciens fouillaient les placards, démontaient des lames de parquet, inspectaient la cave poussiéreuse. Dans une boîte métallique oubliée derrière des dossiers administratifs, ils découvrent un carnet noir, couvert d'une écriture serrée, presque nerveuse. Des dates, des initiales, des notes brèves. À la page correspondant à l'été 2003, une mention intrigue: CM insiste trop, danger. Le carnet devient une pièce centrale, une trace intime qui contredit le détachement affiché par l'ancien policier. Interrogé à ce sujet, Arnaud affirme qu'il s'agissait de préoccupations professionnelles, que Claire évoquait des dossiers sensibles liés au port de Marseille, qu'il craignait pour sa sécurité, non pour la sienne. Les enquêteurs échangent des regards lourds de scepticisme. Parallèlement, l'équipe chargée de réexaminer les scellés s'attarde sur un détail longtemps négligé, une empreinte partielle relevée sur le verre brisé près du corps. En 2003, elle avait été jugée inexploitable, trop fragmentaire. Les technologies actuelles permettent une comparaison plus fine. Le résultat n'est pas une correspondance parfaite, mais un faisceau d'indices convergents vers Arnaud, suffisamment troublant pour renforcer la pression judiciaire. L'ancien policier commence à montrer des signes de fatigue, sa voix se brise parfois, son assurance se fissure, mais il continue de nier l'essentiel, s'accrochant à l'idée qu'on cherche à faire de lui le symbole d'un système défaillant. La presse nationale s'empare du dossier avec une voracité renouvelée. Les titres parlent de révélations choc, de trahison en uniforme, de cold case sur le point d'être élucidé. Les plateaux télé invitent d'anciens magistrats, des criminologues, des journalistes d'investigation qui dissèquent chaque détail, spéculent sur le mobile, évoquent la possibilité d'un crime passionnel mêlé à des enjeux de corruption. Dans les rues de Marseille, les conversations s'animent, les souvenirs remontent, certains affirment avoir toujours soupçonné une vérité plus sombre derrière la mort de Claire. D'autres refusent d'y croire, défendent l'image d'un policier qui a consacré sa vie à la sécurité publique. Le fils de Claire, désormais âgé de 25 ans, assiste aux audiences préliminaires, le regard fixé sur l'homme qu'on accuse d'avoir brisé son enfance. Il se souvient d'avoir vu Arnaud une fois, de loin, lors des obsèques, silhouette rigide au fond de l'église, visage fermé. À l'époque, personne ne lui avait expliqué le rôle précis de cet officier dans l'enquête. Aujourd'hui, chaque détail prend une dimension nouvelle, chaque souvenir devient suspect. Il confie au journaliste son besoin de vérité, pas de vengeance, seulement la certitude de savoir ce qui s'est passé derrière cette porte close. Les investigations s'étendent au-delà de la relation entre Arnaud et Claire. Les juges s'intéressent de nouveau au dossier de corruption portuaire que la victime consultait avant sa mort. Plusieurs témoins de l'époque sont réentendus.
Certains admettent avoir subi des pressions pour ne pas approfondir certaines pistes, sans jamais pouvoir prouver l'origine de ces interventions. Un ancien employé du port affirme que Claire lui avait confié détenir des informations compromettantes impliquant des intermédiaires liés aux forces de l'ordre. Cette déclaration jette une lumière crue sur la possibilité d'un mobile plus vaste, d'un crime destiné à faire taire une menace grandissante. Arnaud, confronté à ces nouveaux témoignages, se replie dans le silence. Ses avocats dénoncent un acharnement médiatique, rappellent l'absence de preuves irréfutables, soulignent que les indices scientifiques restent partiels, interprétables. Ils évoquent la fragilité des souvenirs après 15 années, la tentation de réécrire l'histoire sous la pression collective. Pourtant, le carnet noir, les appels effacés, la fibre textile, l'empreinte partielle, tout compose une mosaïque inquiétante. Chaque élément pris isolément semble insuffisant, mais l'ensemble dessine une silhouette de plus en plus précise. La juge d'instruction décide de confronter Arnaud à un ancien collègue, présent avec lui sur les lieux du crime en 2003. L'homme, aujourd'hui à la retraite, hésite longuement avant de parler. Il se souvient qu'Arnaud avait insisté pour manipuler lui-même certains objets avant l'arrivée des techniciens, prétextant la nécessité de sécuriser la scène. À l'époque, personne n'avait remis en question son autorité. Aujourd'hui, ce geste apparaît sous un jour nouveau, comme une possible opportunité d'altérer des preuves. Arnaud rétorque qu'il agissait conformément aux pratiques de l'époque, que la hiérarchie validait ses décisions, que l'on cherche à transformer des procédures normales en actes suspects. Le dossier approche d'un point de bascule. Les magistrats doivent décider s'il existe des charges suffisantes pour un procès. La ville entière semble suspendue à cette décision. Les médias parlent d'un moment historique, d'une chance unique de refermer une plaie ouverte depuis trop longtemps. Dans les quartiers nord comme sur le Vieux-Port, le nom de Claire Montel résonne à nouveau, chargé d'une émotion intacte. L'idée qu'un ancien policier puisse être au cœur d'une révélation aussi brutale secoue les certitudes, fragilise la confiance dans les institutions. Un nouvel élément surgit presque à la dernière minute, l'analyse d'un ancien ordinateur professionnel d'Arnaud, récupéré dans les archives de la police. Les experts en informatique parviennent à restaurer des fragments de fichiers supprimés. Parmi eux, un brouillon de messages jamais envoyés, adressé à Claire, daté de la veille de sa mort. Le texte évoque une rencontre urgente, une discussion qui ne peut plus attendre, une mise en garde à demi-mot. Arnaud affirme ne pas se souvenir de ce message, parle d'un projet abandonné, d'une intention sans suite. Mais la coïncidence est troublante, presque vertigineuse. La tension atteint son paroxysme lorsque le parquet requiert le renvoi de Philippe Arnaud devant la cour d'assises pour homicide volontaire et altération de preuves. La décision ne constitue pas une condamnation, mais elle marque un tournant décisif. Pour la première fois, l'hypothèse d'un policier meurtrier n'est plus une rumeur, mais une accusation formelle. Arnaud quitte le palais de justice sous les flashs, visage fermé, entouré de ses avocats. Il clame son innocence, promet de se battre pour laver son honneur. Dans l'ombre de cette bataille judiciaire, une question persiste, lancinante, la mort de Claire Montel était-elle l'acte isolé d'un homme pris dans une spirale personnelle, ou le symptôme d'un réseau plus vaste, prêt à sacrifier pour préserver ses secrets? Les années ont dilué les preuves, brouillé les mémoires, mais elles n'ont pas effacé l'exigence de vérité. À mesure que le procès se profile, Marseille retient à nouveau son souffle, consciente que quelle que soit l'issue, rien ne pourra rendre à Claire les années volées ni effacer l'empreinte laissée par cette nuit d'été 2003. L'affaire, longtemps symbole d'un colcase insoluble, devient le miroir d'une ville confrontée à ses propres failles, à ses silences, à ses compromissions possibles, et dans chaque regard posé sur le palais de justice se lit la même attente fébrile, la même peur sourde que la vérité, enfin dévoilée, soit encore plus dérangeante que le mystère qu'elle prétend dissiper. Le procès de Philippe Arnaud s'ouvre sous un ciel d'un gris lourd, comme si la ville elle-même hésitait entre l'orage et l'accalmie, et devant le palais de justice de Marseille, les caméras se bousculent, les journalistes murmurent des hypothèses, les passants ralentissent le pas pour apercevoir celui qui fut autrefois un visage familier de la brigade criminelle et qui comparaît désormais dans le box des accusés, costume sombre, traits tirés, regard fixé droit devant lui. À l'intérieur, l'air est tendu, presque coupant, chaque banc occupé par des curieux, des proches, d'anciens collègues venus observer en silence la chute possible d'un des leurs. Le nom de Claire Montel est prononcé d'une voix claire par le président de la Cour, et soudain l'affaire quitte les colonnes des journaux pour devenir une réalité judiciaire implacable. Le fils de Claire s'assoit au premier rang, main crispée sur ses genoux, le visage fermé par des années d'attente et d'espoir contrariés. Il n'a plus rien de l'enfant laissé derrière lui en 2003, seulement une détermination calme, presque froide. Lorsque les faits sont rappelés,
La chaleur étouffante de cet été revient comme une vague, la porte forcée, le corps découvert, le verre brisé, la trace sombre sur le carrelage. Chaque détail est disséqué, répété, pesé. Les jurés écoutent en silence, conscients de porter désormais le poids d'un mystère vieux de 15 ans. L'accusation déroule sa thèse avec une précision chirurgicale. Une relation secrète entre Arnaud et Claire, une femme qui aurait découvert des éléments compromettants liés à des pratiques douteuses autour du port de Marseille, un policier inquiet pour sa carrière, pour sa réputation, pour les conséquences d'une révélation publique. Les appels téléphoniques effacés, le carnet noir avec cette mention inquiétante, l'empreinte partielle sur le verre, la fibre textile correspondant à un uniforme distribué à un cercle restreint. Pris séparément, les éléments semblent fragiles, mais ensemble, ils dessinent une trame cohérente, une spirale qui mènerait inexorablement à la nuit du crime. La défense riposte avec vigueur, dénonçant une construction intellectuelle séduisante mais dépourvue de certitude absolue. Les avocats rappellent qu'aucun témoin n'a vu Arnaud entrer dans l'appartement ce soir-là, qu'aucune preuve matérielle irréfutable ne le place sur les lieux au moment exact du meurtre. Ils soulignent les lacunes de l'enquête initiale, les erreurs possibles, les manipulations involontaires de scellés dans un contexte où les techniques étaient moins avancées. Ils parlent d'un homme qui a consacré sa vie au service public et qui se retrouve aujourd'hui broyé par une mécanique judiciaire avide de réponses. Les témoins se succèdent à la barre, chacun apportant une pièce au puzzle, parfois minuscule, parfois dérangeante. Un ancien collègue décrit l'agitation inhabituelle d'Arnaud le jour de la découverte du corps, son insistance à prendre en charge certaines manipulations avant l'arrivée des spécialistes. Une amie de Claire évoque les confidences faites quelques jours avant sa mort, la peur diffuse d'avoir mis le nez dans quelque chose de dangereux, la mention d'un homme qui ne supportait pas l'idée d'être exposé. Aucun nom n'avait été prononcé à l'époque, mais le sous-entendu plane lourdement dans la salle. Lorsque Philippe Arnaud prend la parole, le silence devient presque tangible. Sa voix est maîtrisée, mais une tension affleure dans chaque phrase. Il reconnaît la relation avec Claire, parle d'une passion brève, intense, qui s'est terminée sans drame selon lui. Il admet avoir supprimé des appels par crainte du scandale, redoutant l'impact sur sa carrière et sa famille. Il nie avec force toute violence, toute confrontation ce soir-là. Il répète qu'il n'a jamais voulu de mal à cette femme, qu'il a découvert sa mort avec un choc sincère, qu'il a mené l'enquête comme il l'aurait fait pour n'importe quelle victime. L'accusation l'interroge sur le message retrouvé dans son ancien ordinateur, ce brouillon évoquant une rencontre urgente la veille du drame. Il répond qu'il souhaitait simplement clarifier une situation devenue confuse, mettre fin à des malentendus, éviter des rumeurs. Pourquoi alors ce ton pressant, presque inquiet? Pourquoi cette mention d'un danger? Arnaud parle d'exagération, de mots mal choisis, d'un contexte émotionnel mal interprété 15 ans plus tard. Les jurés notent, observent, cherchent dans son regard une fissure, un aveu involontaire. Au fil des audiences, l'ombre du dossier de corruption portuaire refait surface avec insistance. Un ancien employé du port décrit un système opaque, des faveurs accordées, des enquêtes internes étouffées. Il affirme que Claire s'était montrée déterminée à comprendre certains mécanismes, qu'elle avait évoqué des noms liés aux forces de l'ordre. La défense objecte, demande des preuves concrètes, souligne l'absence de documents établissant un lien direct entre Arnaud et ses pratiques. Le tribunal devient le théâtre d'un affrontement entre deux récits, l'un parlant de peur et de dissimulation, l'autre de coïncidence et de spéculation tardive. Les experts scientifiques exposent leurs analyses avec une froideur méthodique. L'ADN partiel, compatible mais non exclusif. L'empreinte fragmentaire, suggestive mais incomplète. La fibre textile, plausible mais pas unique. Chaque conclusion est accompagnée de nuances, de pourcentages, de marge d'erreur. La vérité semble se tenir juste hors de portée, comme un mirage que l'on aperçoit sans jamais pouvoir le saisir pleinement. Les jurés prennent des notes, conscients que leur décision devra naviguer entre conviction intime et exigence de preuve. À l'extérieur, la ville continue de commenter, de débattre, de s'interroger. Certains voient dans ce procès la possibilité de refermer enfin une blessure ancienne, d'autres redoutent un verdict fondé davantage sur l'émotion que sur la certitude. Le fils de Claire écoute chaque mot, chaque argument, comme si sa vie entière dépendait de l'issue. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de désigner un coupable, mais de comprendre ce qui a arraché sa mère à son existence ordinaire. Lorsque viennent les réquisitions, le procureur parle d'un faisceau d'indices convergents, d'une accumulation qui ne laisse plus place au doute raisonnable. Il décrit un homme acculé, craignant la révélation d'une relation inappropriée et de possibles dérives professionnelles,
choisissant la solution la plus radicale pour préserver son image et peut-être protéger d'autres secrets. Il demande aux jurés de ne pas se laisser égarer par l'absence de preuves spectaculaires, mais de considérer la cohérence d'ensemble, la logique implacable des faits. La défense plaide l'acquittement, rappelant que le droit pénal exige la certitude, non la probabilité. Elle évoque la tentation de clore un cold case coûte que coûte, de satisfaire une attente collective après des années de frustration. Elle supplie les jurés de ne pas confondre soupçons persistants et vérité établie. Arnaud, dans le box, semble figé, comme suspendu entre deux destins possibles. Les jurés se retirent pour délibérer, laissant derrière eux une salle saturée d'angoisse. Les heures s'étirent, interminables. Dans les couloirs, les murmures s'intensifient, les journalistes actualisent frénétiquement leurs notes, les proches de Claire se tiennent la main. Lorsqu'enfin les jurés reviennent, le silence est total, presque irréel. Le verdict tombe, résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience. Quelle que soit la décision, condamnation ou acquittement, elle ne pourra effacer les années d'ombre, les doutes persistants, les questions sans réponse absolue. Si la culpabilité est retenue, elle marquera la chute définitive d'un ancien policier et la reconnaissance officielle d'une trahison intime et institutionnelle. Si l'acquittement est prononcé, il laissera derrière lui un goût d'inachevé, l'impression qu'une vérité demeure enfouie, inaccessible. Dans les deux cas, l'affaire Claire Montel restera gravée dans la mémoire de Marseille comme un rappel brutal que certaines nuits d'été ne se dissipent jamais vraiment, que certains mystères, même éclairés par la justice, continuent de projeter leur ombre longue sur ceux qui ont survécu. Et tandis que les portes du palais se referment, la ville respire à nouveau, mais d'un souffle incertain, consciente que la vérité judiciaire n'est pas toujours synonyme de paix, et que derrière chaque cold case élucidé ou non subsiste une part irréductible d'obscurité. Le verdict a frappé comme une décharge dans la salle d'audience, nette, irrévocable, et pourtant incapable d'apaiser totalement les esprits. Philippe Arnaud a été reconnu coupable d'homicide volontaire et d'altération de preuves, condamné à une lourde peine qui scelle juridiquement la fin d'un mystère vieux de plus de 15 ans. Dans le box, son visage s'est figé une seconde, puis vidé de toute expression, comme si le poids des années s'abattait d'un seul coup sur ses épaules. Dans le public, un souffle collectif a parcouru les rangs, mélange de soulagement et d'incrédulité. Le fils de Claire n'a pas crié, n'a pas pleuré, il a simplement fermé les yeux quelques instants, absorbant la décision comme on absorbe un choc, conscient que la justice venait de parler mais que la vérité intime, elle, resterait à jamais fragmentée. À la sortie du palais, les micros se tendent, les caméras captent chaque mot, chaque silence. Les commentateurs parlent d'un cold case enfin élucidé, d'une page sombre tournée, d'une victoire de la persévérance judiciaire et des avancées scientifiques. Pourtant, dans les rues de Marseille, la réaction est plus nuancée. Certains saluent le courage des magistrats, d'autres murmurent que l'affaire laisse encore des zones d'ombre, que la condamnation d'un homme n'efface pas les interrogations sur d'éventuelles complicités ou sur l'ampleur réelle des secrets que Claire aurait pu découvrir. La ville, habituée aux tempêtes médiatiques, semble cette fois touchée plus profondément, comme si la chute d'un ancien policier ébranlait un pilier invisible. Dans les semaines qui suivent, les détails du procès sont disséqués dans la presse. Les analyses ADN modernes, la relecture minutieuse des scellés, le carnet noir avec cette mention inquiétante, tout est repris, expliqué, contextualisé. Les experts soulignent que sans les progrès technologiques, l'affaire serait restée figée dans les archives, classée parmi ces dossiers poussiéreux qui hantent les couloirs des tribunaux. La science a offert une seconde chance à la vérité, mais elle n'a pas répondu à toutes les questions. Le mobile exact, la part éventuelle d'autres acteurs, la nature précise des informations détenues par Claire demeure enveloppée d'un voile partiel. Philippe Arnaud, incarcéré, maintient une version partiellement différente de celle retenue par la Cour. Il reconnaît avoir menti, avoir dissimulé sa relation avec la victime, avoir manipulé certains éléments par peur du scandale, mais il continue de nier l'intention homicide telle que décrite par l'accusation. Ses avocats annoncent un appel, parlant d'une interprétation excessive d'indices indirects, d'une pression médiatique ayant influencé l'atmosphère du procès. La bataille judiciaire se prolonge, transformant ce qui devait être une conclusion en un nouveau chapitre d'incertitude. Pendant ce temps, le fils de Claire tente de reconstruire un récit personnel. Il relit les lettres anciennes de sa mère, consulte les documents versés au dossier, cherche dans les mots et les dates des fragments de compréhension. Il découvre une femme plus complexe qu'il ne l'imaginait enfant, déterminée, curieuse, peut-être plus exposée qu'il ne l'avait su. La condamnation d'Arnaud lui apporte une forme de reconnaissance officielle du crime, mais elle ne comble pas l'absence ni ne restitue les années perdues. Le deuil, suspendu si longtemps à l'attente d'une réponse,
doit maintenant apprendre à exister sans l'adrénaline de la quête judiciaire. Au sein de la police marseillaise, l'affaire laisse des traces durables. Des procédures internes sont réévaluées, des protocoles renforcés, notamment sur la gestion des scènes de crime impliquant des membres des forces de l'ordre. Les jeunes recrues entendent parler du dossier Montel comme d'un cas d'école, un rappel brutal que la confiance du public peut vaciller en un instant et que l'intégrité individuelle n'est jamais acquise une fois pour toutes. Certains anciens collègues d'Arnaud oscillent entre la honte et l'incompréhension, incapables de concilier l'image qu'ils avaient de lui avec la figure du condamné. Les journalistes, eux, poursuivent leurs investigations parallèles. Quelques articles explorent plus en profondeur le dossier de corruption portuaire qui avait attiré l'attention de Claire. Des témoins, restés silencieux pendant des années, acceptent de parler anonymement, évoquant des pressions subies, des dossiers classés trop rapidement, des liens flous entre intérêts économiques et protections informelles. Aucune preuve directe ne vient relier ces éléments à la décision meurtrière d'Arnaud, mais l'impression persiste que le drame individuel s'inscrivait dans un contexte plus vaste, plus trouble. À mesure que l'appel se prépare, l'opinion publique se divise. Certains estiment que la condamnation repose sur un faisceau d'indices suffisants, que l'accumulation des incohérences et des dissimulations ne laisse guère de place aux doutes raisonnables. D'autres s'interrogent sur la solidité d'une décision fondée en grande partie sur des éléments indirects, même renforcés par la science moderne. Les débats télévisés se succèdent, opposant juristes et criminologues, chacun analysant la frontière délicate entre conviction intime et certitude juridique. Au cœur de cette agitation, l'appartement de la Belle de Mai reste un lieu discret, presque banal, occupé désormais par d'autres habitants qui ignorent parfois l'histoire qui s'y est jouée. Les volets s'ouvrent et se ferment comme partout ailleurs, la vie quotidienne recouvre peu à peu la trace invisible de la tragédie. Pourtant, pour ceux qui se souviennent, chaque été ramène l'écho de cette nuit étouffante, de ce téléphone qui sonnait dans le vide, de cette porte forcée révélant l'irréparable. Lorsque la cour d'appel confirme finalement la condamnation, après de nouveaux débats et l'examen approfondi des arguments de la défense, l'affaire prend une dimension définitive sur le plan judiciaire. Philippe Arnaud devient officiellement l'ancien policier reconnu coupable d'un meurtre longtemps resté dans l'ombre. Le cold case de 2003 est classé comme élucidé, inscrit dans les statistiques comme une réussite tardive mais tangible. Pourtant, dans les conversations privées, dans les regards échangés à la sortie des audiences, subsiste une interrogation plus diffuse, la justice a-t-elle révélé toute la vérité, ou seulement celle qu'elle pouvait prouver? Le fils de Claire se rend un soir d'été sur le Vieux-Port, regarde les lumières se refléter sur l'eau sombre, pense à sa mère, à ce qu'elle aurait pu devenir, aux années qu'ils auraient partagées. Il ne ressent ni triomphe ni vengeance, seulement une fatigue profonde et une forme de paix fragile. L'homme responsable de sa mort a été désigné, jugé, condamné. Mais la complexité des êtres humains, la part d'ombre qui les traverse, demeure insaisissable. Il comprend que certaines réponses ne se trouvent pas dans les verdicts, mais dans l'acceptation que tout ne sera jamais parfaitement clair. Marseille continue de vibrer, de vivre, de s'agiter sous le soleil et les orages, mais l'affaire Montel reste gravée dans sa mémoire collective comme un rappel brutal que le mal peut se cacher derrière des visages familiers, que la vérité peut mettre des années à émerger, et que même lorsqu'un cold case est officiellement élucidé, il laisse derrière lui un sillage d'interrogations et d'émotions contradictoires. La révélation choc d'un ancien policier au cœur du drame a bouleversé les certitudes, secoué les institutions, et rappelé à chacun que la justice, si elle peut trancher, ne peut jamais totalement effacer l'ombre d'une nuit où tout a basculé. Les années qui suivent la confirmation définitive de la condamnation de Philippe Arnaud ne ressemblent ni à une célébration ni à une véritable clôture, mais à une longue respiration incertaine, comme si Marseille elle-même apprenait à vivre avec une vérité tardive, imparfaite, arrachée à force d'acharnement. Officiellement, le cold case de 2003 est résolu, classé, archivé dans la catégorie des affaires élucidées après des années d'ombre. Officieusement, il continue de hanter les conversations, de nourrir les doutes, de susciter des analyses tardives dans les facultés de droit et les écoles de police où l'on étudie désormais le dossier Montel comme un exemple à la fois de persévérance judiciaire et de faillibilité humaine. Dans sa cellule, Arnaud s'enferme dans une routine silencieuse. Il écrit beaucoup, noircit des cahiers entiers de souvenirs, de justifications, de fragments de vérité qu'il affirme ne jamais avoir pu exposer pleinement devant la cour. Ses proches parlent d'un homme brisé mais toujours convaincu que l'histoire officielle ne reflète pas toute la complexité des événements. Il ne nie plus les mensonges, ni les dissimulations, ni la relation cachée avec Claire, mais il continue de contester l'intention homicide telle qu'elle a été retenue. Cette nuance, imperceptible pour certains, devient pour lui une frontière essentielle entre l'erreur tragique et le portrait d'un meurtrier calculateur. Ses écrits ne sont pas publiés,
mais quelques extraits filtrent, alimentant à nouveau la curiosité médiatique. Le fils de Claire, lui, tente de transformer la douleur en action. Il participe à des conférences sur les cold cases, soutient des associations de familles confrontées à des enquêtes interminables, parle de l'importance de la persévérance et des progrès scientifiques. Son discours n'est pas animé par la haine, mais par la conviction que le silence est le pire ennemi des victimes. Il évoque sa mère comme une femme déterminée, curieuse, peut-être trop confiante, et rappelle que derrière chaque dossier se trouve une vie interrompue. Son visage devient familier dans les médias, symbole d'une génération qui refuse d'accepter l'oubli comme une fatalité. Pourtant, à mesure que le temps passe, de nouvelles questions émergent. Un journaliste d'investigation publie une série d'articles approfondissant les ramifications possibles du dossier portuaire qui intéressait Claire avant sa mort. Il met en lumière des transactions suspectes, des marchés attribués dans des conditions opaques, des liens indirects avec des responsables administratifs jamais inquiétés. Rien ne prouve formellement que ces éléments aient joué un rôle direct dans le meurtre, mais l'ombre d'un contexte plus large ressurgit, troublante. Certains se demandent si Arnaud a agi seul, mu uniquement par la peur personnelle, ou si des pressions extérieures ont pu accélérer une spirale déjà engagée. La justice, pour sa part, considère l'affaire close. Les recours extraordinaires sont rejetés, les demandes de révision n'aboutissent pas. Les magistrats soulignent que le verdict repose sur un faisceau d'indices cohérents, confirmés en appel, et qu'aucun élément nouveau décisif n'a été apporté pour en bouleverser l'équilibre. Officiellement, la vérité judiciaire est établie. Mais la vérité humaine, elle, demeure plus mouvante, nourrie de témoignages tardifs, de souvenirs recomposés, de zones d'ombre que le temps n'a pas totalement dissipées. Dans le quartier de la Belle de Mai, peu de gens évoquent encore ouvertement l'affaire, mais le nom de Claire Montel surgit parfois dans les discussions, comme un rappel discret que la banalité d'un immeuble peut abriter des drames insondables. Les nouveaux habitants apprennent l'histoire au détour d'une conversation ou d'un article en ligne, surpris que tant d'années aient été nécessaires pour désigner un responsable. La ville, habituée aux secousses, a intégré cette affaire à sa mémoire collective, au même titre que d'autres drames qui ont marqué son histoire contemporaine. Un soir, à l'occasion du 20e anniversaire du meurtre, une cérémonie sobre est organisée près du Vieux-Port. Quelques bougies, des discours mesurés, des regards graves. Le fils de Claire prend la parole, remercie ceux qui ont refusé d'abandonner, rappelle que sans la réouverture du dossier et les avancées technologiques, l'affaire serait restée à jamais une énigme. Il ne prononce pas le nom d'Arnaud, comme si le condamné appartenait désormais à une autre sphère, celle des décisions judiciaires, et non à la mémoire intime qu'il souhaite préserver. Pour lui, l'essentiel est ailleurs, dans la reconnaissance de la victime et dans l'idée que le temps ne doit jamais étouffer la quête de justice. Pourtant, dans certains cercles, le doute subsiste. Des juristes publient des analyses critiques du procès, s'interrogent sur la place accordée aux indices indirects, sur le poids des attentes médiatiques dans la construction d'une conviction. Ils ne contestent pas frontalement la décision, mais soulignent la fragilité inhérente à toute affaire reposant sur des éléments reconstitués après tant d'années. Ces débats n'ont pas la violence des premières révélations, mais ils entretiennent une réflexion plus large sur la manière dont la société traite ces cold cases, entre exigence de vérité et risque d'erreur. Arnaud, vieillissant derrière les murs de la prison, voit son nom progressivement se dissoudre dans le flot des nouvelles affaires. Il n'est plus le policier au cœur d'une révélation choc, mais un détenu parmi d'autres, porteur d'une histoire que peu prennent encore le temps d'examiner en détail. Ses proches se raréfient, les visites s'espacent. Il continue d'écrire, persuadé qu'un jour, peut-être, un élément nouveau viendra reconfigurer le récit établi. Cette attente, qu'elle soit lucide ou illusoire, devient son horizon. Marseille, elle, avance. Les quais du port sont modernisés, les quartiers se transforment, les générations se succèdent. L'affaire Montel n'est plus à la une, mais elle demeure inscrite dans les archives numériques, consultable en quelques clics, rappelant à quiconque s'y attarde qu'une nuit d'été peut faire basculer des destins et révéler des failles insoupçonnées. La révélation d'un ancien policier impliqué dans un meurtre a ébranlé la confiance, mais elle a aussi démontré que le temps et la persévérance peuvent fissurer les silences les plus tenaces. Au fond, ce qui subsiste n'est ni la satisfaction d'un mystère résolu ni la certitude absolue d'avoir tout compris, mais une conscience aiguë de la complexité humaine. Claire Montel n'est plus seulement une victime dans un dossier judiciaire, elle est devenue le symbole d'une vérité arrachée au prix d'années d'efforts, d'un combat contre l'oubli et l'indifférence. Philippe Arnaud n'est plus seulement un nom dans les rangs de la police, mais l'incarnation d'une chute brutale, d'un homme confronté à ses choix et à leurs conséquences irréversibles. Et lorsque l'on repense à cette nuit d'août 2003,
au téléphone qui sonnait dans le vide, au silence lourd derrière les volets clos, on comprend que même un cold case élucidé ne referme jamais totalement la brèche qu'il a ouverte. Il laisse une trace, une cicatrice dans la mémoire d'une ville, un avertissement discret que la vérité peut être lente, imparfaite, mais qu'elle finit parfois par émerger, transformant à jamais ceux qui l'ont cherché et ceux qu'elle a exposés. 23 ans ont passé depuis cette nuit d'où tout a basculé, et pourtant, lorsque le vent marin s'engouffre dans les rues étroites de la Belle de Mai, certains habitants jurent encore ressentir un frisson inexplicable en levant les yeux vers les façades anciennes, comme si la ville conservait dans ses pierres la mémoire d'un secret longtemps enfoui. L'affaire Montel est devenue un repère temporel, un avant et un après dans la conscience collective marseillaise. On parle désormais d'elle comme d'un tournant, le moment où un cold case a cessé d'être une simple énigme policière pour devenir le symbole d'une vérité arrachée au prix de décennies de silence, de soupçons et de fractures institutionnelles. Dans les amphithéâtres universitaires, des professeurs analysent encore le dossier, disséquant la mécanique judiciaire qui a conduit à la condamnation définitive de Philippe Arnaud. Ils soulignent la puissance du faisceau d'indices, la convergence progressive des éléments scientifiques et des témoignages tardifs, mais ils rappellent aussi la fragilité inhérente à toute reconstruction rétrospective. Chaque détail est étudié comme une pièce d'horlogerie, chaque incohérence passée au crible, non pour rouvrir la plaie, mais pour comprendre comment un système peut à la fois faillir et se corriger avec le temps. L'affaire est citée dans les débats sur l'éthique policière, sur la gestion des scènes de crime impliquant des membres des forces de l'ordre, sur la nécessité d'une transparence qui dépasse les solidarités internes. Le fils de Claire, désormais quadragénaire, vit avec cette histoire comme avec une ombre constante, mais moins écrasante qu'autrefois. Il a fondé une famille, construit une carrière, appris à conjuguer mémoire et présent. Il continue d'intervenir ponctuellement dans des conférences, mais son discours a évolué. Il ne parle plus seulement de justice, il parle de résilience, de la capacité à survivre à l'inachevé, à accepter que certaines réponses resteront toujours partielles. Il admet que la condamnation d'Arnaud a apporté une forme de stabilité, une reconnaissance officielle du crime, mais il reconnaît aussi que la vérité judiciaire ne coïncide jamais parfaitement avec la vérité intime que l'on espère secrètement découvrir. Dans sa cellule, Arnaud a vieilli. Les années ont creusé son visage, ralenti ses gestes, adouci parfois la dureté de son regard. Il a fini par accorder une longue interview écrite à un journaliste spécialisé dans les affaires criminelles, sans jamais franchir la ligne de l'aveu total. Il reconnaît des fautes morales, des mensonges dictés par la peur, une relation qu'il aurait dû assumer au grand jour, mais il persiste à contester la version d'un acte prémédité tel qu'il a été décrit par l'accusation. Ces mots, mesurés, parfois ambigus, ravivent brièvement l'attention médiatique, avant de retomber dans un écho plus discret. Certains y voient la tentative d'un homme de réécrire sa propre légende, d'autres la manifestation d'un doute qui ne s'éteindra jamais complètement. Le dossier portuaire, lui, a continué d'évoluer indépendamment de l'affaire Montel. Des enquêtes financières ont conduit à des condamnations pour corruption, détournement de fonds, favoritisme. Rien n'a formellement relié ces affaires au meurtre de Claire, mais la juxtaposition des chronologies nourrit encore les spéculations. Était-elle sur le point de révéler des informations compromettantes? Arnaud a-t-il agi uniquement par crainte personnelle ou dans un contexte plus vaste de tension et de secret? La justice n'a jamais établi de lien direct, et cette absence de certitude laisse un espace où l'imagination collective continue de s'engouffrer. Marseille, ville de contraste et de passion, a intégré cette histoire dans son récit moderne. Les guides touristiques n'en parlent pas, mais dans les cafés, au détour d'une conversation sur les grandes affaires locales, le nom de Claire Montel surgit encore, accompagné d'un hochement de tête grave. Les anciens se souviennent de l'été 2003, des gros titres, des rumeurs, du sentiment d'incompréhension. Les plus jeunes découvrent l'affaire à travers des documentaires, des podcasts, des articles d'archives, fascinés par l'idée qu'un policier ait pu se retrouver au cœur d'une révélation aussi brutale. Ce qui frappe, avec le recul, ce n'est pas seulement la chute d'un homme ou la résolution tardive d'un crime, mais la manière dont le temps a transformé la perception du drame. Au début, il y avait le choc, l'indignation, la quête frénétique d'un coupable. Puis est venue la lassitude, l'oubli progressif, la résignation face à un dossier qui semblait condamné à rester dans l'ombre. Enfin, la réouverture, la révélation, le procès, la condamnation. Chaque phase a laissé une empreinte différente, modifiant la façon dont la ville se regarde elle-même, dont elle envisage la loyauté, la responsabilité, la possibilité de la trahison au sein même des institutions chargées de protéger. Un soir d'été, similaire à celui de 2003, le fils de Claire se rend une dernière fois devant l'immeuble de la Belle de Mai. Il ne cherche plus des réponses,
il ne tente plus de reconstituer mentalement les dernières minutes de sa mère. Il observe simplement la lumière déclinante sur les murs, écoute le bruit lointain de la circulation, respire l'air chaud chargé d'odeurs urbaines. Il comprend que le lieu n'est plus une scène de crime figée dans le temps, mais un espace vivant, traversé par d'autres histoires, d'autres drames, d'autres joies. La mémoire ne disparaît pas, mais elle change de forme, moins aiguë, moins brûlante. L'affaire Montel restera inscrite dans les annales judiciaires comme un cold case élucidé grâce à la ténacité et au progrès scientifique, mais elle demeurera aussi un rappel que la vérité se construit souvent à partir de fragments, d'indices imparfaits, de témoignages fragiles. Elle rappellera que la justice humaine n'est jamais absolue, qu'elle navigue entre certitudes raisonnables et doutes persistants, et que derrière chaque décision se cache une complexité que les verdicts ne peuvent entièrement contenir. Lorsque la nuit tombe sur Marseille et que les lumières du port se reflètent dans l'eau sombre, l'histoire de Claire Montel n'est plus un cri, mais une résonance lointaine, un écho qui traverse les années. Elle parle de confiance brisée, de secrets trop lourds à porter, de la lente marche de la vérité. Elle parle aussi de la capacité d'une ville à affronter ses ombres, à accepter que certains mystères, même officiellement résolus, conservent une part d'opacité. Et dans ce mélange de clarté et d'obscurité, de certitude judiciaire et de questionnement intime, subsiste l'essence même de ce drame, une nuit, une vie interrompue, un ancien policier au cœur d'une révélation choc, et une communauté entière contrainte de regarder en face ce qu'elle aurait peut-être préféré ne jamais découvrir. La vérité n'explose pas toujours comme une bombe, parfois elle suinte lentement, goutte après goutte, jusqu'à imbiber chaque mur d'un commissariat, chaque mémoire fatiguée, chaque nuit sans sommeil, et en 2003 à Marseille, elle a commencé à couler le jour où un ancien policier a décidé de parler, trop tard peut-être, trop tôt pour ceux qui croyaient l'affaire enterrée, mais suffisamment fort pour fissurer un silence de 20 ans. Le dossier dormait sous une couche de poussière administrative, classé cold case, affaire non élucidée, disparition mystérieuse devenue légende urbaine dans les quartiers nord, une femme volatilisée sans témoin fiable, sans corps, sans aveu, un trou noir avalant toutes les certitudes. On l'appelait l'ombre du vieux port, parce que la dernière trace d'elle se perdait dans les ruelles humides derrière les quais, là où les caméras étaient rares en 2003, là où les regards se détournent par habitude, là où la nuit protège plus qu'elle n'éclaire. La communauté avait été secouée, choquée, puis progressivement anesthésiée par le temps, les rumeurs, les fausses pistes, les arrestations avortées, jusqu'à ce que l'ancien capitaine, silhouette grisonnante au regard éteint, se présente un matin de novembre avec une clé USB et des mains tremblantes. Il n'était plus en service depuis des années, retraite anticipée, départ discret après une carrière saluée officiellement, mais entachée de murmures en coulisses, des décisions contestées, des scènes de crimes mal sécurisées, des scellés égarés. Ce jour-là, il ne cherchait ni pardon ni gloire, seulement à déposer un poids qu'il disait devenu insupportable, une révélation choc capable de réécrire chaque rapport, chaque procès-verbal, chaque nuit d'interrogatoire. Il a parlé d'un détail ignoré, d'une trace de pneu relevée trop tard, d'un appel téléphonique classé sans suite parce qu'il provenait d'une cabine publique désormais détruite, d'un indice jamais entendu parce qu'on le croyait ivre. Les enquêteurs actuels, plus jeunes, ont d'abord écouté avec scepticisme, prudence professionnelle, méfiance envers les confessions tardives, mais le fichier qu'il a ouvert contenait des copies, des photos jamais versées au dossier officiel, des clichés pris en marge, presque clandestinement, montrant un véhicule utilitaire stationné près de l'entrepôt abandonné où l'on pensait qu'elle avait été vue pour la dernière fois. Sur ces images, la plaque était partiellement visible, suffisamment pour relancer une recherche, suffisamment pour réveiller un nom oublié, un ancien collègue, radié après une affaire interne étouffée, un homme qui connaissait chaque angle mort du quartier. La tension est remontée d'un coup, comme si 2003 n'avait jamais cessé, comme si le temps s'était contenté de masquer la scène sous un drap trop fin. Les archives ont été rouvertes, les cartons descendus des étagères, l'odeur du papier jauni envahissant à nouveau la salle d'analyse, et avec elle les visages de ceux qui avaient juré de résoudre l'affaire avant de partir. L'ancien capitaine a admis avoir écarté certains éléments sous pression hiérarchique, sans donner de nom, sans accuser frontalement, mais en laissant flotter l'idée d'un réseau de loyautés opaques, d'une solidarité mal placée, d'un instinct de protection qui aurait sacrifié la vérité. Dans les rues de Marseille, la nouvelle a circulé vite, choc communautaire, médias locaux en alerte, titres agressifs rappelant la disparition, ravivant la colère des proches, l'incompréhension des voisins, la peur diffuse que le coupable ait pu marcher librement pendant 2 décennies. Les anciens témoins ont été recontactés, certains avaient déménagé, d'autres étaient décédés, mais une femme a accepté de reparler, affirmant qu'en 2003 elle avait vu 2 hommes se disputer près de l'entrepôt, l'un portant un blouson sombre similaire à celui du collègue radié. À l'époque, son témoignage avait été jugé confus, contradictoire,
Classé parmi les bruits de fond d'un quartier agité, aujourd'hui il prenait une couleur différente, presque nette. Les analyses ADN, inexistantes ou rudimentaires à l'époque, ont été relancées sur des scellés miraculeusement conservés, un mégot retrouvé près du lieu supposé de l'enlèvement, une fibre textile coincée dans la portière d'un véhicule saisi puis restitué. Les laboratoires ont travaillé en silence, pression médiatique intense, tandis que l'ancien policier restait sous protection discrète, cible potentielle d'une vengeance ou d'un discrédit orchestré. Il répétait qu'il n'avait pas tout vu, qu'il n'avait pas participé, mais qu'il avait fermé les yeux au mauvais moment, que la vérité lui avait frôlé le visage et qu'il avait choisi de regarder ailleurs. Cette phrase a frappé les esprits, plus violente qu'un aveu direct, plus lourde qu'une accusation précise. Lorsque les résultats sont tombés, partiels, prudents, ils ont révélé une correspondance génétique avec un profil déjà enregistré pour une affaire de violence datant de 2005, impliquant le collègue Radier, jamais condamné faute de preuves suffisantes. L'étau s'est resserré lentement, interrogatoires relancés, confrontations organisées, souvenirs fragmentés comparés aux données techniques, et pourtant rien n'était simple, rien n'était linéaire. Le suspect a nié, dénoncé une machination, évoqué des rivalités internes anciennes, accusé l'ancien capitaine de vouloir redorer son image en fabriquant un récit spectaculaire. La bataille s'est déplacée des ruelles sombres aux salles d'audience préliminaires, aux plateaux télévisés, aux conversations chuchotées dans les cafés du Vieux-Port. Chaque détail devenait une arme, chaque silence un aveu potentiel, chaque hésitation un signe interprété. L'ancien policier, lui, semblait s'effacer derrière sa révélation, visage creusé, voix parfois brisée, répétant qu'il aurait dû parler plus tôt, qu'en 2003 il avait senti une incohérence dans les alibis, une chronologie trop parfaite pour être honnête, mais que la machine institutionnelle l'avait convaincu de passer à autre chose. Les familles attendaient, suspendues à des communiqués prudents, oscillant entre espoir et peur d'une nouvelle désillusion. Car élucider un cold case ne signifie pas toujours refermer la plaie, parfois cela l'ouvre davantage, exposant les erreurs, les complicités tacites, les occasions manquées. Marseille regardait son propre reflet, ville lumineuse et rugueuse, capable de solidarité comme de secrets lourds. Les juges ont ordonné de nouvelles perquisitions, fouillant un ancien garage lié au suspect, découvrant des outils, des traces infimes, rien de spectaculaire mais suffisamment pour maintenir l'attention. L'ancien capitaine a finalement reconnu qu'en 2003 un rapport interne avait été modifié, que certaines heures avaient été réajustées, non pour accuser quelqu'un mais pour éviter un scandale impliquant un service déjà fragilisé par d'autres affaires. Ce choix, administratif en apparence, avait peut-être offert au véritable coupable l'espace nécessaire pour disparaître dans la foule. La révélation choc ne tenait pas seulement à un nom, mais à un système, à une culture du silence, à la peur de salir l'uniforme. Et tandis que l'instruction suivait son cours, lente, méthodique, la ville restait hantée par cette idée que la vérité était restée si proche, presque visible, en 2003, puis volontairement floutée. Les nuits sur le Vieux-Port semblaient plus lourdes, comme si chaque vague rappelait l'absence, chaque reflet dans l'eau murmurait un prénom jamais oublié. L'affaire n'était plus seulement une disparition, elle était devenue un miroir de conscience collective, un test pour savoir si l'on pouvait affronter ses propres fautes. L'ancien policier savait que sa confession ne le laverait pas totalement, qu'elle l'exposait même à des poursuites pour entrave, mais il affirmait accepter ce risque, préférant la lumière tardive au confort du mensonge. Et dans cette tension entre justice et culpabilité partagée, Marseille retenait son souffle, consciente que même si un verdict tombait un jour, même si un responsable était désigné, quelque chose resterait à jamais irrésolu, cette question obsédante qui traverse les années et ronge les consciences. Comment a-t-on pu laisser la nuit gagner en 2003, et combien d'autres vérités dorment encore sous la poussière des dossiers clos? Le procès n'a pas commencé par un coup de marteau mais par un silence dense, électrique, celui qui s'installe quand une ville entière comprend qu'elle va enfin regarder son passé en face, et à Marseille, en cette année où le cold case de 2003 revenait hanter chaque façade décrépite du Vieux-Port, ce silence avait la couleur du sel et de la rouille. L'ancien collègue Radier, désormais au centre de toutes les attentions, est entré dans la salle d'audience sous les flashs, visage fermé, mâchoire crispée, répétant qu'il était victime d'un règlement de compte tardif, que les souvenirs manipulés ne pouvaient remplacer des preuves solides. En face, l'ancien capitaine, celui qui avait brisé le mur, semblait plus frêle encore que lors de sa révélation, mais son regard ne fuyait plus, comme si le simple fait d'avoir parlé lui avait rendu une part d'oxygène. Les débats ont ravivé chaque détail de 2003, chaque minute de la soirée où la jeune femme s'était volatilisée, chaque appel resté sans réponse, chaque caméra hors service, et la salle a redécouvert l'ampleur des failles initiales, les scellés mal archivés, les auditions bâclées, les intuitions écartées au nom de la prudence institutionnelle.
les experts ont présenté les nouvelles analyses ADN, prudentes mais troublantes, une correspondance partielle sur le mégot retrouvé près de l'entrepôt, une fibre textile compatible avec un ancien uniforme, rien d'absolu, rien d'irréfutable, mais suffisamment pour fissurer le récit défensif du prévenu. La défense a attaqué avec vigueur, évoquant la contamination possible des preuves, la conservation imparfaite sur 2 décennies, l'influence médiatique pesant sur les témoins revenus tardivement à la barre. Pourtant, au fil des audiences, quelque chose changeait, une perception collective, l'idée que l'affaire ne se limitait plus à un homme mais révélait un système de protection tacite, une culture du silence qui avait retardé la vérité. L'ancien capitaine a admis sous serment qu'en 2003 il avait ressenti une pression diffuse, non formulée, pour éviter un scandale interne, qu'il avait accepté des explications trop rapides, qu'il avait classé un signalement anonyme parce qu'il mettait en cause un collègue apprécié. Cette confession a glacé la salle, non par sa violence, mais par sa banalité, parce qu'elle ressemblait à tant d'autres compromis ordinaires qui, accumulés, deviennent des tragédies. Les proches de la disparue, assis au premier rang, n'ont pas quitté le prévenu des yeux, 20 ans de questions comprimées dans un regard, 20 ans d'anniversaire sans réponse. Marseille suivait chaque journée de procès comme un feuilleton judiciaire, les cafés bruissaient de discussions, les radios locales relayaient la moindre contradiction, la moindre hésitation. Un ancien indique est venu confirmer qu'en 2003 des rumeurs circulaient sur un véhicule utilitaire aperçu près du quai, qu'il avait tenté d'en parler mais qu'on lui avait conseillé de ne pas s'impliquer. Un expert en téléphonie a reconstitué les bornages approximatifs d'un portable utilisé par le suspect, montrant qu'il se trouvait dans le secteur à une heure qu'il prétendait passer ailleurs, mais la marge d'erreur demeurait large, assez pour entretenir le doute. Le doute, justement, est devenu le personnage central du procès, omniprésent, insaisissable, oscillant entre la conviction intime et l'exigence juridique. Les jurés ont entendu les explications techniques, les hypothèses sur le déroulement possible des faits, l'enlèvement rapide, la dispute, le transport vers un lieu isolé, mais sans corps, sans scène formellement identifiée, tout reposait sur un faisceau d'indices. La défense répétait qu'on ne pouvait condamner sur une accumulation de soupçons, que la révélation tardive d'un ancien supérieur en quête de rédemption ne suffisait pas à effacer les lacunes initiales. L'accusation répondait que ces lacunes elles-mêmes étaient révélatrices, qu'elles avaient bénéficié à quelqu'un, qu'un hasard si favorable sur tant de points relevait de l'illusion. Les jours ont passé, lourds, étirés, et la ville retenait son souffle à chaque suspension d'audience. Lorsque l'ancien capitaine a été interrogé sur ses motivations, il n'a pas parlé de courage mais de fatigue morale, d'un nom qui revenait chaque nuit, d'un dossier qu'il n'avait jamais vraiment fermé dans sa tête. Il a reconnu qu'il n'avait aucune preuve directe de l'acte, seulement la certitude d'avoir ignoré trop de signaux convergents. Cette nuance a pesé, car elle rappelait la frontière fragile entre conviction et démonstration. Le prévenu, lui, a fini par montrer des fissures, contradictions minimes dans son récit, variations sur les horaires, sur les personnes croisées ce soir-là, rien de spectaculaire, mais chaque détail alimentait l'impression d'un puzzle incomplet dont certaines pièces semblaient volontairement déplacées. Puis est venue la question centrale, celle qui hante toute affaire sans corps, où est-elle? L'accusation a évoqué un terrain vague en périphérie, fouillé récemment sans résultat décisif, une ancienne carrière noyée depuis, hypothèse parmi d'autres. La défense a dénoncé des scénarios de cinéma, des reconstructions imaginaires nourries par l'émotion publique. Les experts psychologues ont décrit la dynamique possible d'un passage à l'acte impulsif suivi d'une dissimulation méthodique par quelqu'un connaissant les procédures policières, théorie glaçante mais impossible à ancrer sans preuve matérielle supplémentaire. Lorsque les plaidoiries finales ont résonné, la salle était saturée de tension, chaque mot pesé, chaque phrase susceptible d'influencer l'équilibre fragile des jurés. L'accusation a parlé d'une vérité longtemps étouffée, d'une ville trahie par certains de ses propres gardiens, d'une disparition qui ne pouvait rester un simple fait divers oublié. La défense a invoqué la présomption d'innocence, rappelé que le doute doit profiter à l'accusé, même si ce doute frustre, même s'il laisse un goût amer. Le délibéré a duré des heures qui ont semblé des jours, Marseille suspendu aux écrans, aux rumeurs filtrant des couloirs. Lorsque le verdict est tombé, il n'a pas apporté la clarté espérée par tous, une condamnation partielle pour entrave et faux témoignage concernant la gestion initiale du dossier, mais l'acquittement pour le meurtre faute de preuves suffisantes. La salle a réagi dans un mélange de soulagement et de colère, certains criant à l'injustice, d'autres rappelant que la justice ne peut se nourrir que de certitudes établies. L'ancien capitaine a baissé la tête, conscient que sa révélation avait fissuré le silence mais n'avait pas totalement refermé la plaie. Le prévenu a quitté le tribunal libre sur le plan pénal pour le crime principal, mais marqué à jamais par le soupçon public, ombre persistante plus lourde qu'une condamnation formelle.
Et Marseille s'est retrouvé face à une vérité incomplète. Oui, des erreurs avaient été commises, oui, des choix avaient retardé l'enquête, mais le mystère central demeurait, l'absence intacte, la question suspendue dans l'air salin du port. Les proches de la disparue ont déclaré qu'ils continueraient à chercher, à parler, à refuser l'oubli, transformant la frustration en détermination. Dans les semaines suivantes, d'autres voix ont émergé, anciens dossiers réexaminés, pratiques internes questionnées, comme si cette affaire avait ouvert une brèche plus large dans la culture du secret. Le cold case de 2003 n'était plus seulement une énigme criminelle, il était devenu un symbole, celui d'une ville capable de regarder ses zones d'ombre sans pour autant trouver toutes les réponses. Les nuits sur le Vieux-Port ont repris leur rythme habituel, les touristes, les pêcheurs, les rires, mais sous la surface subsiste une tension subtile, la conscience qu'une histoire inachevée flotte encore entre les quais. Car même après un procès, même après des aveux partiels et des condamnations secondaires, l'essentiel peut rester hors d'atteinte, comme une silhouette aperçue dans le brouillard puis disparue avant qu'on ne puisse la saisir. Et c'est peut-être cela, le plus troublant, comprendre que la justice peut avancer, sanctionner des fautes, reconnaître des défaillances, sans jamais combler totalement le vide laissé par une disparition, laissant à Marseille cette cicatrice invisible, rappel constant qu'en 2003 quelque chose s'est brisé, et que malgré les révélations chocs, malgré les années et les audiences, le cœur du mystère bat encore dans l'ombre. Il y a des affaires qui s'achèvent par un verdict, et d'autres qui continuent à respirer sous la peau d'une ville, comme une fièvre basse impossible à faire tomber, et à Marseille, le cold case de 2003 n'a jamais cessé de pulser dans les artères du Vieux-Port, même après le procès, même après les aveux fragmentaires, même après les condamnations périphériques qui n'ont pas répondu à la question essentielle. Les journaux ont changé de une, les caméras ont quitté les marches du palais de justice, mais dans les cafés, dans les couloirs des commissariats, dans les familles marquées par la disparition, le nom de la victime restait suspendu, comme un écho que personne n'osait étouffer. L'ancien policier devenu lanceur d'alerte a disparu de la scène médiatique, retiré dans un anonymat volontaire, vivant avec l'idée qu'il avait fait ce qu'il pouvait, mais conscient aussi que son geste avait ouvert une brèche qu'aucun verdict n'avait refermée. Quant à l'ancien collègue Radier, acquitté du meurtre faute de preuves irréfutables, il marchait librement dans les rues de la ville, silhouette lourde d'un soupçon qui ne s'effacerait jamais, regard scruté, présence commentée, existence transformée en rappel permanent d'une nuit de 2003 dont personne ne possédait la version complète. Les enquêteurs actuels, plus jeunes, n'ont pas refermé le dossier, ils l'ont reclassé en actif prioritaire, décidés à exploiter chaque avancée technologique, chaque trace microscopique oubliée, chaque témoignage resté en marge. Des spécialistes en géolocalisation ont reconstitué avec plus de précision les déplacements téléphoniques de l'époque, croisant les données anciennes avec des algorithmes modernes, affinant des marges d'erreur autrefois trop larges. Un nouveau témoin a émergé, un ancien employé d'un chantier naval qui affirmait avoir vu, au petit matin suivant la disparition, un véhicule utilitaire stationné près d'une zone interdite, portières ouvertes, deux silhouettes s'agitant brièvement avant de disparaître. En 2003, il n'avait rien dit, persuadé que ce qu'il avait aperçu n'était qu'une scène banale, aujourd'hui il décrivait des détails troublants, une plaque partiellement lisible, un autocollant professionnel sur la vitre arrière. Les enquêteurs ont comparé ces éléments aux archives, retrouvant un lien indirect avec une société de maintenance travaillant ponctuellement pour la police municipale à l'époque, fil ténu mais réel. La tension est remontée, discrète mais palpable, comme si l'affaire refusait obstinément de se laisser classer dans la catégorie des tragédies insolubles. Les fouilles ont repris dans une ancienne zone industrielle en périphérie de Marseille, terrain modifié depuis par des constructions, mais dont certaines parcelles restaient vierges, sous la terre compacte et les herbes hautes. Des radars de sol ont été déployés, détectant des anomalies, des cavités possibles, déclenchant l'espoir fragile d'une découverte capable de transformer le dossier. La ville suivait ces opérations avec une prudence mêlée d'attente, consciente que chaque pelletée de terre pouvait rapprocher d'une vérité ou raviver une douleur. Les proches de la disparue se sont rendus sur les lieux, silencieux, regard fixé sur les machines, sur les techniciens en combinaison blanche, sur cette terre retournée 20 ans trop tard. Rien de concluant n'a émergé lors des premières semaines, seulement des débris sans lien évident, des objets anciens appartenant à d'autres histoires oubliées. Pourtant, un fragment d'os a été découvert à une profondeur inhabituelle, immédiatement scellé, envoyé en analyse, déclenchant une nouvelle vague d'attention médiatique. Les résultats ont tardé, suspense insoutenable, et lorsqu'ils sont tombés, ils ont confirmé qu'il s'agissait d'un reste animal, fausse piste, espoir brisé. Mais l'effet psychologique était là, l'idée que la Terre pouvait encore parler, que le silence n'était pas définitif. En parallèle, une commission indépendante a été chargée d'examiner les pratiques internes de l'époque, disséquant les rapports, les décisions,
les réunions informelles, cherchant à comprendre comment un faisceau d'indices avait pu être écarté si longtemps. Les conclusions préliminaires ont évoqué une culture de protection mutuelle, une hiérarchie soucieuse d'éviter les scandales, une tendance à minimiser les soupçons visant des membres du corps. Rien d'illégal en soi, mais un climat propice aux angles morts, au retard fatal. Cette introspection institutionnelle a secoué les rangs, provoquant des débats intenses, certains défendant l'honneur de la profession, d'autres reconnaissant la nécessité d'une réforme profonde. Et pendant que les structures se questionnaient, la question initiale demeurait, que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Des experts en criminologie ont proposé de nouvelles reconstitutions, intégrant les données accumulées, imaginant un scénario où une altercation imprévue aurait dégénéré, suivie d'une décision précipitée de dissimuler le corps, profitant de connaissances précises des procédures pour brouiller les pistes. Théorie plausible, mais toujours théorique, suspendue au manque d'une preuve centrale. L'ancien policier à l'origine de la révélation a finalement accepté une interview rare, non pour accuser, mais pour rappeler que la vérité judiciaire et la vérité morale ne coïncidant pas toujours, que l'absence de condamnation pour le crime principal ne signifie pas absence de responsabilité dans l'échec collectif. Ces mots ont résonné dans une ville fatiguée mais attentive, ravivant le débat sur la mémoire, sur la responsabilité, sur le poids du silence. Les années passent, et pourtant 2003 continue de projeter son ombre sur les quais illuminés, sur les façades rénovées, sur les touristes insouciants qui ignorent qu'ici une histoire inachevée persiste. Le cold case est devenu plus qu'un dossier, il est un avertissement, un rappel que la vérité peut se perdre non seulement par manque d'indices, mais par excès de confiance, par loyauté mal placée, par peur du scandale. Les enquêteurs n'ont pas abandonné, ils examinent désormais des pistes internationales, explorant l'hypothèse d'un déplacement hors du territoire, vérifiant d'anciens signalements jamais exploités. Chaque nouvelle technologie, chaque base de données enrichie représente une chance supplémentaire, infime mais réelle. Et dans les nuits marseillaises, quand le vent transporte l'odeur de la mer et que les lumières se reflètent sur l'eau sombre, certains habitants pensent encore à elle, à cette absence devenue symbole, à cette question suspendue qui traverse les décennies. Peut-être qu'un jour un détail surgira, un aveu tardif, une découverte fortuite, un document oublié dans une boîte, et que le puzzle trouvera enfin sa pièce centrale. Ou peut-être que le mystère restera incomplet, laissant à Marseille cette cicatrice discrète mais indélébile, preuve que même sous le soleil éclatant du sud, certaines zones d'ombre refusent de disparaître. Car au-delà des procès, des révélations chocs, des commissions et des fouilles, il reste cette sensation persistante, celle d'une nuit de 2003 où quelque chose a dérapé, où une vie s'est éteinte dans des circonstances que la justice n'a jamais totalement éclairées, et tant que cette obscurité subsistera, le cold case continuera de vivre, murmure constant dans le bruit des vagues, rappelle que la vérité n'est pas toujours un point final, mais parfois une quête sans fin qui définit une ville autant que ses victoires. 20 ans ont passé depuis cette nuit de 2003 et pourtant, à Marseille, certains jurent que le temps ne cicatrise rien, qu'il ne fait que déplacer la douleur, l'enfouir sous des couches de modernité, de rénovation, de discours officiels, sans jamais l'effacer complètement, et le cold case devenu emblématique continue de hanter les conversations comme une rumeur persistante qu'aucune décision de justice n'a su faire taire. Le dossier porte désormais des centaines de pages supplémentaires, des annexes techniques, des expertises contradictoires, des auditions tardives, mais au centre demeure le même vide, l'absence d'un corps, l'absence d'une scène formellement établie, l'absence d'un aveu clair qui viendrait sceller le récit. Les jeunes recrues du commissariat, qui n'étaient que des enfants en 2003, étudient l'affaire à l'école interne comme un cas d'école, exemple des dérives possibles, des biais cognitifs, des pressions hiérarchiques, des erreurs cumulées qui transforment une enquête prometteuse en labyrinthe. Dans les couloirs, les anciens baissent parfois les yeux lorsque le nom est prononcé, non par culpabilité directe pour tous, mais par conscience d'avoir appartenu à un système qui a préféré la cohésion à la confrontation, le silence à l'éclat. L'ancien policier à l'origine de la révélation vit désormais loin des projecteurs, silhouette vieillissante qui porte en lui une forme de paix fragile, convaincu d'avoir au moins brisé l'omerta, même s'il n'a pas offert la conclusion que beaucoup attendaient. Il reçoit encore parfois des lettres anonymes, certaines de soutien, d'autres d'accusation, preuve que l'affaire continue de diviser, de polariser, de déranger. L'homme autrefois suspect principal, acquitté du meurtre mais marqué par la condamnation pour entrave, a quitté Marseille pour une ville plus discrète, mais son nom reste associé à cette nuit, indexé dans les moteurs de recherche, gravé dans la mémoire collective. La justice a fait ce qu'elle a pu avec les preuves disponibles, disent les magistrats, rappelant que le droit ne peut condamner sur la base d'intuitions, aussi fortes soient-elles, que le doute raisonnable protège autant qu'il frustre. Pourtant, au-delà du cadre strictement judiciaire, l'affaire a provoqué des réformes internes,
des protocoles renforcés, des procédures de conservation des scellés modernisées, des formations sur l'indépendance des enquêtes impliquant des membres des forces de l'ordre. Ainsi, paradoxalement, une disparition non élucidée a transformé en profondeur la manière de travailler, comme si l'échec d'hier servait de rempart pour demain. Les proches de la disparue continuent de commémorer chaque année la date fatidique, bougies alignées face à la mer, photos brandies, discours sobres rappelant que derrière les termes cold case, révélation choc, scandale institutionnel, il y a une vie interrompue, des rêves avortés, une famille condamnée à l'attente sans réponse définitive. Des documentaristes se sont emparés de l'histoire, explorant les zones d'ombre, interrogeant les protagonistes, disséquant les incohérences, donnant à l'affaire une dimension presque mythique, symbole d'une ville à la fois flamboyante et secrète. Chaque nouvelle production ravive l'intérêt, attire de nouveaux témoins potentiels, des appels anonymes qui promettent des informations cruciales mais se révèlent souvent vagues, imprécises, reflets d'une mémoire altérée par le temps. Les enquêteurs filtrent, vérifient, croisent, conscients que la vérité peut surgir d'un détail insignifiant, d'un souvenir longtemps enfoui, mais aussi que l'espoir peut être manipulé par ceux qui cherchent l'attention. L'évolution des technologies génétiques laisse entrevoir des possibilités inédites, analyse de traces infimes, bases de données élargies, collaboration internationale, et certains au sein de la police murmurent qu'un jour, peut-être, une correspondance inattendue apparaîtra, reliant un fragment oublié à un profil enregistré ailleurs. Cette perspective maintient l'affaire en vie, empêche son classement définitif dans les archives mortes. Marseille, elle, continue de vibrer, de se transformer, de briller sous le soleil méditerranéen, mais dans certaines ruelles proches du Vieux-Port, les habitants les plus anciens se souviennent encore des affiches collées en 2003, des battues improvisées, de la peur diffuse qui s'était installée, rappel brutal que la violence peut surgir au cœur du quotidien. L'affaire est devenue un repère temporel, un avant et un après, une fracture dans la confiance envers ceux censés protéger. Et même si aucune nouvelle preuve décisive n'a encore émergé, l'impact psychologique reste tangible, comme une onde de choc dont les répercussions se prolongent sur plusieurs générations de policiers et de citoyens. Certains affirment que la vérité est déjà connue, qu'elle circule sous forme de certitude officieuse, que tout le monde sait mais que rien ne peut être prouvé, d'autres soutiennent que le doute persiste réellement, que l'histoire pourrait encore basculer, révéler un scénario totalement différent de celui imaginé pendant des années. Entre ces deux pôles, la majorité observe, prudente, consciente que la réalité dépasse souvent les fictions les plus sombres. Le cold case de 2003 n'est plus seulement une enquête, il est un miroir tendu à la ville, à ses institutions, à sa capacité d'autocritique, à son rapport à la vérité. Chaque génération redécouvre l'affaire avec un regard différent, plus analytique, moins émotionnel peut-être, mais toujours marqué par cette absence centrale. Et lorsque la nuit tombe sur Marseille, que les lumières dessinent des reflets tremblants sur l'eau noire du port, il suffit d'un souffle de vent pour que ressurgisse la sensation qu'une histoire reste inachevée, qu'un chapitre manque, qu'un mot n'a jamais été prononcé. Peut-être que la résolution viendra d'un hasard improbable, d'une confession tardive arrachée par le poids des années, d'une découverte fortuite lors de travaux, ou peut-être que le mystère restera intact, condamné à survivre dans les archives et les mémoires. Ce qui est certain, c'est que cette nuit de 2003 a laissé une empreinte indélébile, transformant une disparition en symbole, une enquête en leçon, une révélation choc en prise de conscience collective. Et tant que subsistera la moindre chance d'éclairer l'ombre, tant qu'un enquêteur acceptera d'ouvrir encore une fois le dossier, tant qu'une famille continuera d'allumer une bougie face à la mer, le cold case de Marseille ne sera jamais totalement clos, il continuera de battre, discret mais obstiné, dans le cœur d'une ville qui a appris à vivre avec ses secrets sans jamais cesser de les interroger. Il arrive un moment où une affaire ne cherche plus seulement un coupable mais une signification, et à Marseille, le cold case de 2003 a franchi ce seuil invisible, glissant du simple fait divers vers une interrogation plus vaste sur la mémoire, la responsabilité et la fragilité des certitudes humaines. Les années ont continué à s'empiler comme des couches de poussière sur les quais du Vieux-Port, et pourtant, sous cette accumulation de saisons, le dossier demeure ouvert, vivant, prêt à se réveiller au moindre frémissement. Les enquêteurs qui ont repris le flambeau appartiennent à une génération formée dans l'ombre de cette erreur initiale, nourrie par la volonté de ne pas répéter les mêmes silences, et ils travaillent avec une obstination presque personnelle, comme si résoudre ce mystère était devenu un rite de passage, une manière de prouver que la justice peut évoluer. De nouvelles pistes ont été explorées, certaines improbables, d'autres troublantes, notamment l'hypothèse d'un complice resté dans l'ombre, quelqu'un qui aurait facilité la dissimulation sans jamais apparaître dans les premiers rapports. Cette théorie a surgi d'une relecture attentive des échanges téléphoniques de l'époque, révélant des contacts fréquents entre le principal suspect acquitté et un ancien agent de sécurité privée dont le nom n'avait jamais été sérieusement examiné. Rien de décisif,
mais suffisamment pour relancer des auditions, pour réveiller des souvenirs enfouis sous 2 décennies de routine. Les témoins d'hier, désormais plus âgés, parlent différemment, moins intimidés par l'autorité, plus conscients de la valeur de leurs observations, et certains détails autrefois jugés insignifiants prennent aujourd'hui une teinte nouvelle, une cohérence inattendue lorsqu'ils sont placés dans un contexte élargi. Marseille observe ces rebondissements avec une lassitude mêlée d'espoir, consciente que chaque avancée peut aussi déboucher sur une impasse. Les médias ont appris à traiter l'affaire avec prudence, évitant les emballements hâtifs, mais la moindre fuite d'informations suffit à rallumer les débats, à faire ressurgir les souvenirs de 2003, à rappeler cette nuit où une silhouette s'est effacée dans l'obscurité sans laisser de traces claires. L'ancien policier qui avait brisé le silence vit désormais avec le poids paradoxal d'avoir déclenché une onde de choc durable, parfois salué comme un homme courageux, parfois critiqué pour ne pas avoir agi plus tôt, figure ambivalente d'une vérité partielle. Il affirme que ce qui le hante n'est pas seulement la disparition, mais l'instant précis où il a choisi de faire confiance à une version rassurante plutôt qu'à son instinct, moment minuscule aux conséquences immenses. Cette confession tardive a changé la culture interne, imposant des mécanismes de contrôle plus stricts, des enquêtes externes en cas de soupçons impliquant des membres des forces de l'ordre, comme si l'institution avait intégré la leçon au prix fort. Pourtant, malgré ces réformes, l'essence du mystère résiste, car sans corps, sans scène incontestable, l'histoire reste vulnérable aux interprétations. Certains experts avancent désormais la possibilité d'une erreur collective d'analyse, suggérant que la disparition pourrait ne pas correspondre au scénario criminel dominant, qu'une fuite volontaire ou un accident dissimulé aurait pu être mal interprété dès le départ. Cette hypothèse, longtemps marginale, a été réexaminée à la lumière de nouveaux témoignages évoquant des tensions personnelles, des projets de départ, des zones d'ombre dans la vie privée de la disparue. Les proches rejettent fermement cette piste, y voyant une manière détournée de diluer la responsabilité, mais les enquêteurs se doivent d'explorer toutes les options, même celles qui dérangent. La vérité, si elle existe encore intacte, se cache peut-être dans un détail négligé, dans une contradiction trop subtile pour avoir été remarquée à l'époque, dans un document mal classé. Des archives numériques ont été passées au crible par des logiciels d'analyse sémantique, cherchant des corrélations invisibles à l'œil humain, des répétitions suspectes, des anomalies statistiques. Chaque avancée technologique offre un nouvel angle, une nouvelle lumière sur des faits anciens, mais aucune n'a encore percé le cœur de l'énigme. La ville, quant à elle, a intégré l'affaire dans son identité, comme une cicatrice qu'on ne montre pas toujours mais qu'on n'oublie jamais. Les plus jeunes connaissent l'histoire par fragments, par récits familiaux, par documentaires, et elle nourrit une forme de vigilance collective, une conscience aiguë que la vérité peut être fragile, dépendante des choix individuels et des contextes institutionnels. Le cold case de 2003 est devenu un avertissement silencieux, rappelant que la justice n'est pas un mécanisme automatique mais un équilibre précaire entre courage et conformité, entre rigueur et pression. Dans les nuits marseillaises, lorsque les ruelles se vident et que le bruit des vagues domine, il subsiste une impression étrange, comme si l'absence elle-même était devenue une présence, une question flottant dans l'air salé. Peut-être que la résolution ne viendra jamais sous la forme d'un aveu spectaculaire ou d'une découverte macabre, peut-être qu'elle émergera d'un faisceau d'indices suffisamment solides pour redessiner le récit sans jamais combler totalement le vide émotionnel. Ou peut-être que l'affaire restera à jamais dans cet entre-deux, partiellement éclairé, partiellement obscur, condamné à hanter les esprits sans offrir de conclusion nette. Ce qui demeure certain, c'est que cette nuit de 2003 a modifié le cours de nombreuses vies, transformant une disparition en miroir collectif, forçant une institution à se regarder sans complaisance, obligeant une ville à accepter que certaines vérités se dérobent. Et tant que subsistera la moindre incertitude, tant qu'un enquêteur continuera à relire les rapports, tant qu'un proche continuera à espérer un signe, le cold case de Marseille ne s'éteindra pas, il restera cette braise discrète sous les cendres du temps, prête à se raviver au moindre souffle, rappel constant que la justice n'est pas seulement une question de verdict, mais de persévérance face à l'ombre.